une fois, on était 4 et d'un coup, il y a un de nous qui crie « Ils arrivent !» Genre, il y a une dizaine de skinheads qui arrivent et on commence à courir. Un pote à nous, il se glisse, il pleuvait un peu. Il se glisse, il se fait tirer 4 balles dans le dos. Je le monte en l'air. Il faut savoir, en Pologne, le gymnase il était en dessous de l'école et le sol, il est très dur, béton. Je le lève, façon lutte, je le fais tomber, il tombe sur la tête. Il a presque failli mourir. Mustapha, il dit, il a jamais connu la défaite. Je vais le mettre sa première défaite, tu vois. Abou, il m'a regardé avec un sourire, il m'a dit, je vais le tuer. Pendant 1 an, on a mangé des pâtes avec de l'eau. J'ai dit, soit tu nous trouves un appartement, soit on dort devant la salle. Il y a un petit truc là, mon dernier combat là, je sais pas, arbitre ils sont pas vus ou non, mais j'avais pas de protège coquille. J'avais pas de coquille. Je rentre, je sens que j'ai pas de coquille. Je dis Hamza, je dis à Simon, Hamza, j'ai fait quoi? Il a dit, tu sens mieux au sang avec? Je dis, bah je sens mieux sans. Il me dit, bah laisse alors, c'est pas grave. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Aujourd'hui, là, je suis bien entouré. Ça fait du sale depuis que vous avez commencé la carrière pro. Vous êtes tous les deux à 4-0. Abou, tu viens de gagner de manière ultra spectaculaire ta première ceinture européenne, la ceinture Ares que tu as ici et que tu ne lâcheras pas de l'interview. Bah, les gars, donc, bien évidemment, je vais déjà trop loin. Ce sont donc les frères Younoussov, Abou et Tourpal. Si jamais vous ne les connaissez pas, vous êtes maintenant tous les deux à Ares. Vous êtes bien lancés déjà dans votre carrière professionnelle. Et sur cette interview, on va revenir, sur votre vie, parce que vous avez une vie qui est ultra riche, incroyable, et enfin vraiment là je pense qu'on va voyager, et on va revenir aussi sur vos ambitions, sur votre style de combat. En fait, à la fin de cette interview, les gens connaîtront tout de Aboubakar et Tourpal Younoussov. Let's go. Eh ben les gars, je vous propose tout simplement de commencer par le commencement. Déjà, où est-ce que vous êtes nés? Comment vous avez grandi? Où vous avez grandi? Comment ça s'est passé? Déjà, je voulais remercier toi, Guillaume, de nous avoir invités. C'est un plaisir d'être là. Nous, on est nés en Tchétchénie, en pleine guerre, et voilà quoi, on vient de Tchétchénie. Abou et nous, on a eu une enfance très difficile, mais aujourd'hui on est là, grâce à Dieu, et je trouve qu'on s'est bien lancé dans notre carrière. Complètement. Ce qui a rendu, évidemment, et là c'est vous qui gérez, c'est vous qui allez là où vous voulez aller, dans les détails que vous voulez ou pas, mais ce qui a rendu l'enfance aussi difficile, c'est le fait d'être constamment dans l'angoisse qu'il se passe quelque chose, le fait que vous avez vu des conflits. Qu'est-ce qui a fait que ça a vraiment rendu le truc? Ce qui a rendu, nous on se rendait pas compte vu qu'on était petits, donc on n'avait pas cette notion de, c'est plutôt nos parents qui étaient dans l'angoisse, des trucs comme ça. Nous, on était petits, donc on réalisait pas encore ce qui nous arrive. Mais quand je retourne en arrière et je regarde par tout ce qu'on a passé, c'était hyper dur, on va dire, parce que tous les deux, on n'a pas eu d'enfance. Notre enfance, c'était que des conflits, que de la peur et la famine, beaucoup d'autres trucs. Voilà quoi. C'était horrible, la guerre en Tchétchénie. Et vous avez combien de frères et sœurs? Vas-y, dis. Ah, vas-y. On est 3 frères, 3 sœurs et un frère on a perdu récemment pendant notre préparation pour notre combat. Donc voilà, quand on était 6. Voilà. Et du coup, à quel âge est-ce que vous êtes arrivé en France? J'avais 2 ans. Ouais, et moi j'avais 16 ans je pense. En 2011 on est arrivé. Ok, ouais. Et du coup, ce qui a fait que vous êtes arrivé en France, c'était parce que c'était probablement intenable en Tchétchénie. Comment est-ce que ça s'est passé, la décision, si jamais... J'imagine que vous n'avez pas eu votre mot à dire, bien sûr, c'est vos parents qui ont géré tout ça, mais comment est-ce que vous l'avez vécu, ça, le fait que vous avez grandi en Tchétchénie, c'est ce que vous aviez connu depuis tout petit, à un moment, vous changez mais vraiment, le changement, il a dû être radical en termes de tout, de culture, de tout. Comment est-ce que ça s'est passé? Juste pour redire, avant de commencer, ce que nous, on vient de Tchétchénie, mais on vient de village, le fond de la Tchétchénie. On n'a jamais été même à la capitale de Tchétchénie. Ah ouais. Donc, c'est nos parents et tout. Nous, on n'a pas été. Donc, pour te dire, on était vraiment des villageois.
qui était vraiment très loin de civilisation, on va dire. J'abuse, c'est quand même civilisation, mais voilà, quand on était vraiment dans un village. Et quand tu as dit changement, le changement était plus que radical. On était sauvages, en fait. Quelqu'un me regardait, juste, je voulais déjà le frapper. Tellement ce truc que j'avais, tu vois, agressivité. Ouais. Du coup, on n'avait pas notre mot à dire. Bien évidemment, vu qu'on était petit, on suivait notre maman, pas les parents, c'était notre maman qui a pris la décision de nous sortir de la Tchétchénie pour qu'on ait une meilleure vie et pour peut-être qu'on meure pas ou d'autres trucs et tout. Donc on est parti de la Tchétchénie en 2007. En 2007, on est arrivé. Franchement, on n'avait pas beaucoup de moyens déjà, pas d'argent. Ma maman, elle avait pas d'argent. On a eu la chance que juste avant notre départ, il y avait le mois de Ramadan. Et le mois de Ramadan, chez moi en Tchétchénie, il se passe, c'est qu'on va chez voisins dans toute la ville. Toute la ville, c'est des voisins en Tchétchénie. On partait et tu souhaitais bon Ramadan et te donnaient des petits. C'est comme Halloween, mais tu vois, c'est le même délire. Tu toques, tu dis bon Ramadan et ils te donnent des trucs. Donc on a rempli 2-3 sacs. Tous les deux, c'était notre meilleur jour de l'année où on pouvait, et du coup, grâce à ce qu'on a récolté, on va dire, on peut dire on a survécu à un bon moment parce qu'on n'avait vraiment pas de moyens. Ma maman, elle doit avoir 200 balles maximum, je sais même pas. Franchement, premières quelques semaines, on a mangé que des trucs comme des gâteaux sucrés, des bonbons, des trucs comme ça. Je te jure, je voulais tellement un truc salé, tu vois. Salé, voilà. Un truc salé. J'avais marre de manger des bonbons, des trucs comme ça, mais on n'avait pas de moyen d'acheter ce qu'on voulait, tu vois. Bah, bien sûr. Du coup, Et on est passé par la Russie, puis par la Biélorussie. Et c'était très difficile pour passer les frontières quand t'as rien, tes autres papiers et tout. Parce que tu dois des fois attendre, dormir, et tu vois, on dormait à la gare. Il faisait très très froid, c'était l'hiver et tout. Et on est passé par des difficultés. Après, une fois arrivé en Pologne, donc on était en Pologne, on a habité 4 ans en Pologne. C'était encore plus difficile. C'était un petit truc là, c'était en Biélorussie. Du coup, comme tu parlais des il faisait super froid. Et il y avait mes petites sœurs, il y avait nous deux, et il y avait que ma mère. Et qu'est-ce qu'elle a fait? On avait tellement froid et on peut rien faire, on peut plus rester à la gare, mais on devait attendre quand même jusqu'à demain. Parce que le train, elle était demain. Ouais, et qu'est-ce que ma mère, elle a fait? Je me rappelle, elle a payé 20 ou 30 dollars, un truc comme ça. Elle a pris une chambre où il y avait une seule lit, il y avait un gros lit. Ouais. Et elle nous a amenés tous, on n'était qu'à 5 personnes sur un seul lit pour se réchauffer. Et pour vous dire, quand on est arrivé dans cet appartement, carrément, à part un lit, il n'y avait rien du tout. Il faisait limite autant froid qu'à la gare, tu vois ce que je veux dire? Mais on se tous collés et sous une seule couette et on dormait jusqu'à demain. Et quand je me suis réveillé le matin, il faisait très froid dans la chambre. Genre tu respirais, il y avait la fumée qui sortait. Horrible. Mais et dans ces moments-là, pendant ce trajet-là, et puis même quand votre maman a pris la décision, vous, qu'est-ce que vous compreniez en fait? Rien du tout. Rien du tout, on suivait juste notre maman. Le plus gros choc, il venait sur les épaules de notre maman parce que c'est à elle de réfléchir. Moi-même, j'étais petit, je sais pas combien, j'avais 10 ans, 9 ans. J'étais petit, je suivais notre maman. Et c'est elle qui devait prendre toutes les décisions. Elle devait nous nourrir, qu'on reste en chaud et tout. Donc, je pense que c'était hyper dur pour elle. Et il faut savoir, on avait beaucoup de sacs, les imprudements et tout. Et elle n'arrivait pas à faire tout seul ça, parce que c'est des gros sacs, tu vois. Et du coup, on est petits, mais on aidait. Et tellement on aidait, c'est des sacs, ils nous faisaient des traces, tellement ça rentrait dans la peau, c'était lourd en fait. Franchement, très très difficile. Je pense que tout ça, ça nous fait grandir plus vite. On n'avait pas d'enfance, on devait se grandir plus vite, tu vois. C'est vrai. On a grandi trop vite. Pour notre âge, on était, on va dire, très mature. J'imagine. Mais, et du coup, le moment où vous êtes en Pologne, c'est là où ça s'améliore? C'est ce que tu avais? Pas du tout. Non. Alors, pas du tout. Ok. C'était enfer sur terre. Je veux pas dire, tu sais, bien sûr, il y a des bons et des mauvais partout, mais où on a vécu, ouais, bien sûr, on
on les remercie qu'on nous a accueillis et on vivait dans des hôtels, on va dire. C'était des hôtels où il y avait que des Tchétchènes, on va dire. En fait, ils ont mis tous dans des petites chambres et tout. Donc, déjà, ça, c'est mieux que rien. Mais si on regardait pas de point de notre situation, mais de côté, c'est atroce de vivre dans des conditions comme ça, en fait. Et en plus c'est de comme ça, en prison, quoi. ouais, c'est en prison, c'est carrément en prison. Une chambre, on est 5 dedans, salle, et en plus de ça, nous, on habitait dans une ville qui s'appelle Białystok. Et bien sûr, il y avait des biens et des mauvais. Même aujourd'hui, j'ai des amis de là-bas et tout. Mais en général, il y avait, en fait, les Polonais, ils sont très nationalistes. Ouais. Ils sont très, très, si tu es pas polonais, tu peux être blanc, tout ce que tu veux. T'es pas bienvenu chez eux, en fait, tu vois. Et en plus de ça, je sais pas aujourd'hui, mais quand nous, on est arrivés, il y avait beaucoup de skinheads. En 2007, donc, il y avait le mouvement skinhead qui était contre des immigrants. Voilà, quoi. On nous traitait de noirs alors qu'on est blanc aussi, mais on nous traitait de noirs. Je pense que j'ai vu juste les cheveux et les yeux parce qu'on avait mais on était, tu vois, on est blanc comme eux. Ouais. Et, très difficile. Très difficile. Tous les jours, carrément, les bagarres. Ouais. Parce qu'on te cherche la merde, on te parle mal et tout. Tu peux pas subir. Du coup, t'es obligé de te défendre. Et heureusement, on avait une petite groupe à nous, les Tchétchènes. On se tenait fort entre nous. Mais sinon, si tu as deux personnes tout seul là-bas, tu craques mentalement. Je pense que tu te suicides tellement. Le bullying à l'école, c'est incroyable. Ah ouais, parce que du coup, vous étiez à l'école en Pologne en même temps, mais c'est juste que personne ne vous accepte. Bien sûr, tu vois, tu peux avoir 25 personnes. Bien sûr, il y aura 2-3 personnes dans la classe qui sont bien et tout. Même ta classe entière, elle est bien avec toi. Ta classe à toi, mais pas d'autres classes, en fait, tu vois. Et genre, bien sûr, on est des Tchétchènes, on est élevés de pas se faire bully. On n'accepte jamais que quelqu'un vienne nous faire bullying, tu vois. Ouais. Du coup, on se défendait, on se frappait carrément tous les jours. Et quand je dis tous les jours, je te jure, c'est la vérité. Et en plus, il y a un truc, tu vois, t'en as parlé un tout petit peu tout à l'heure à Abou, mais il y a aussi un truc, si jamais vous découvrez, peut-être que vous connaissez pas du coup les pays du Caucase, que ce soit Daghestan, Tchétchénie, etc., il faut savoir aussi qu'en fait, c'est dans la culture, ce sont des cultures de combattants. Et que du coup, en fait, c'est normal, c'est pas mal vu, c'est normal de se battre depuis que t'es... C'est mal vu de pas se battre. Voilà, c'est ça. Ouais. Tu sais, les grands, ils peuvent... Si notre enfance, typiquement, enfance tchétchène, caucasien, les grands, pour se foutre de notre gueule, ils peuvent dire « Ah, t'as peur de lui? Ah, il t'a dit quelque chose ?» Et tout, nous, on est petits, on est naïfs. Du coup, on se battait tout le temps. Genre, après, bien sûr, quand on est tout petit, on mettait pas des gros coups, c'était plus la lutte. Donc, mais je pense, ça s'appelle le loi de Talion, je pense, un truc comme ça. Le loi de plus fort. Ouais. Si tu veux être respecté, même si tu perds le combat, tu dois te défendre. Ouais. C'était ça. Et le pire, c'était faire taper, en fait. Ouais. La honte, c'était pas perdre, la honte, ce n'est pas faire combat. Faire le lâche, voilà, c'était le pire. De pas répondre. Et du coup, là, vous étiez tous les deux et un groupe de Tchétchènes que vous aviez réussi à trouver. Et c'est, du coup, en dehors de l'école, vous réussissiez quand même à avoir au moins un petit peu de bon temps. Vous étiez, parce que même si les Polonais vous acceptaient pas beaucoup, vous aviez quand même un petit peu... Être heureux, non, évidemment que non, pas dans ces conditions, mais heureux, oui. Ouais. Oui, parce qu'on est des enfants, on arrive toujours, quand on est enfant, on reste pas bloqué sur un truc, on cherche, tu sais, on oublie vite, en fait, on passe vite à une autre chose. Nous, on était dans un hôtel, je sais pas comment on peut appeler ça, un camp, si tu veux. On était dans un camp, il y avait que des Tchétchènes, donc on jouait entre nous et tout. Heureusement, on était heureux, mais en dehors de ce camp, on va dire, entre guillemets, on n'était pas bienvenus du tout, tu vois. Donc, on avait un petit parc devant le camp et tout, on jouait foot et tout. On s'amusait comme on pouvait, tu vois ce que tu veux. Ouais. Heureusement, d'ailleurs. Ouais. Et comment est-ce que vous faites dans ces cas-là pour... Vous êtes enfant, vous savez que vous êtes dans un pays où clairement tout le monde vous regarde de travers, on vous parle mal, etc. À part quand vous êtes dans votre communauté, comment est-ce que vous le comprenez ça quand vous êtes là, vous êtes enfant, probablement que c'est la première fois où vous êtes confronté à, je sais pas si on appelle ça en tout cas de la xénophobie, du racisme ou n'importe quoi, mais comment est-ce que vous réagissez à tout ça en fait? Ça nous soude encore plus. Ouais. On reste communautaire, voilà. C'est ce que les gens ils aiment pas, mais c'est comment les gens ils sont communautaires.
si les gens ils étaient bien acceptés dans la société, qui pouvaient être dans les divers postes et tout, il y aurait pas communautarisme. Mais communautarisme, c'est quand on le enferme tout le monde. Du coup, le seule personne que tu peux faire confiance, c'est ton compatriote dans notre cas, tu vois. Ouais. Donc, on était encore plus solide comme une communauté, voilà. Ouais. Et du coup, ça dure 4 ans en Pologne. Et pourquoi est-ce que vous repartez du coup? C'était parce que c'était l'objectif de base, c'était pas la Pologne, c'était d'aller encore plus On loin. n'avait pas le choix. Ok. Ouais. Tu veux. Non, en fait, on a demandé un asile, comme quoi pour habiter en Pologne, mais ils ont refusé 2 fois. 2 fois. Donc, D'accord. Les 3e fois, c'est déjà, on veut pas, on devait partir. Et pour vous dire, on a fait, comme j'ai dit, on devait se défendre. On a fait beaucoup de bagarres qui pourraient être létales, carrément. Parce on a frôlé carrément la mort plusieurs fois. On se fait tirer dessus, alors qu'ils étaient en bas de chez nous. Il y avait des gens qui venaient, je te jure la vérité, on dormait. Il y a des gens qui venaient sur 3-4 voitures avec cocktail Molotov. Ils jetaient dans l'hôtel. Je te jure, c'est la vérité, c'est jument. Wow. Tu te rappelles ce qu'ils ont lancé? C'était à Noël, je pense. Avant Noël, 3 voitures arrivent, pleine nuit, 1-2 heures du matin, tout le monde dort dans l'hôtel. Et l'hôtel entièrement, il y a que des Tchétchènes dedans. Donc, tu peux pas louper. C'était leur but. Ils arrivent sur 3 voitures. Il y a des mecs qui sortent. Ils jettent des cocktails Molotov sur l'hôtel. Et ils se barrent. Donc, c'est pour vous dire l'environnement où on a, Et pour te dire la vérité, le xénophobie, le racisme et tout, le racisme et la xénophobie pour nous, c'est pas rigolade. C'est ce qu'on a vécu quand la sécurité de hôtel, le Polonais, il t'insulte sale noir. Alors que le mec, il est là pour te protéger d'ailleurs, pour te protéger. Mais si demain un mec il voulait s'incruster, il dirait même pas rien. Tellement il nous détestait. En contraire, je pense qu'il va ouvrir la porte. Ouais, je te jure que oui. Purée, mais ça doit être tellement stressant. C'est horrible. C'est horrible. Et quand je te dis on a frôlé, genre, il y a eu des situations où on était en bas de chez nous, pas en bas d'hôtel, mais un peu plus loin avec nos potes et tout. Et une fois on était 4. Et d'un coup, il y a un de nous qui crie, ils arrivent, genre il y a une dizaine de skinheads qui arrivent, et on commence à courir, un pote à nous, il se glisse, il pleuvait un peu, il se glisse, il se fait tirer 4 balles dans le dos. Heureusement, c'était à plomb, c'était pas le vrai arme, mais il a pris, si ça prend dans la tête, même plomb, je pense, peut tuer. Même dans l'œil. Ouais, dans l'œil. Il a pris 4 balles dans le dos. On a réussi, dans cet état, je pense, sous adrénaline, il a couru pour survivre, en fait. Genre, il y a des situations. Moi, j'étais à l'hôtel, on me boulait un jour. J'ai juste après une séance de sport, il y a le mec qui vient qui me boulait à fond. Alors que, tu sais, je faisais comme si je vois pas. Mais à un moment donné, le mec, il te pousse et tout, il cherche le conflit. Je le monte en l'air. Il faut savoir, en Pologne, le gymnase, il était en dessous de l'école. Et le sol, il est très dur, béton. Okay. En fait, il commence à me frapper, c'est lui qui me met le premier coup. Je le lève, façon lutte. Je le fais tomber, il tombe sur la tête. Il a presque failli mourir. Ouais. Et du coup, la police vient chez moi, je suis convoqué. Il y a beaucoup de problèmes. En fait. Fissure de crâne. Ah ouais. Alors qu'on devait avoir 11 ans, 12 ans. Tu vois ce que je veux dire? Mais il m'a forcé, je voulais pas faire ça. En permanence, il me boulait, je faisais comme si je vois pas, tu vois. Mais quand il vient agresser physiquement, il faut que tu te défendes, tu vois ce que je veux dire? Et Abou, c'est pareil. Il y a eu beaucoup de situations qu'on était, ma maman et nous, on était, le directeur nous a appelé, votre fils il s'est battu et tout. En fait, c'était très chaud. T'avais 8 ans, 9 ans. Il y a un daron de 30 ans, un daron de 25 ans, il pourrait te faire quelque chose. En Pologne, il peut te frapper et tout ça. Ici, tu fais ça, c'est fini, tu vas finir en prison. Mais là-bas, genre, je sais pas, c'était bizarre. T'as 9 ans, t'as 7 ans, t'as 6 ans, il pourrait te faire quelque chose. Nous, on était des ados de 13-14 ans. Et je te jure, les skinheads, c'est pas des ados, c'est des mecs qui ont 18, 21 ans, 22 ans. Je te jure, on se frappait contre des mecs formés alors qu'on avait 14 ans. Je te jure. Mais c'est juste mode survie. Une fois, je me suis battu avec un Polonais et je l'ai battu, c'est logique, je l'ai frappé. Et après, une fois, je sors de collège où j'étais, je te jure, je vois devant moi, il y a 30 mecs, genre, c'est des tarons. Moi, j'avais combien? 10 ans, 9 ans. Avec des chiens, moi, j'ai sorti par derrière de collège. Non, et imagine lendemain pour revenir au cours, c'est stressant d'où, je sais pas. Pendant quelques kilomètres non-stop, je fais un sprint.
C'était horrible. Mais justement, et enfin, j'imagine que dans cette condition-là, la dernière chose à laquelle vous pensez, c'est l'école, bien travailler. Non. Ça doit être impossible. Je te dis la vérité. Des fois, je partais à l'école, matin, dans le bus. Je faisais des prières pour pas croiser des skinheads. Pas parce que, tu sais, j'ai peur et tout, juste parce que j'ai pas envie de combattre contre des darons tous les 2 jours, en fait. Tu vois, c'est stressant de ouf, en fait. L'école, c'était la dernière truc qu'on pensait. Tu sais, quand tu parlais à dit, genre, quand on avait des problèmes, pour retourner, on pourrait rester à la maison, peut-être, tu vois, on pourrait faire. Mais pour nous, c'est par honneur, on doit revenir, tu vois. Avec la peur. Oui, si on vient pas, ça veut dire nous-mêmes intérieurs qu'on a peur de eux, tu vois. Je te jure, on revenait chaque fois, tu vois. Il y a 50 personnes qui nous attendent, on s'en fout, on revenait. En fait, comment étaient ces gens-là? Tu sais, si tu deviens ami avec un Polonais, ben, il bully le Polonais parce qu'il est ami avec toi. Ah ouais, c'est en mode France 45 nazi, quoi. Dis-toi que, tu sais, on était jeunes, on avait des groupes de filles de notre classe, là. Tu sais, après l'école, on était dans un parc, on était jeunes et tout, on restait, on parlait et tout. Et, ben, eux, ils habitaient dans un région de ville qui s'appelle Grobovka, je pense, un truc comme ça. Ben, ils ont dit Grobovka, c'est la Tchétchénie, ils bully les meufs, en fait, parce que juste ils nous disaient bonjour. Ah ouais. Genre, c'était vraiment très nationaliste. Ah ouais, c'est chaud. Alors que, t'as vu, mon 12e anniversaire, c'était un Polonais. On se parle tous les jours, on est des frères. En fait, il y a des mauvais et des biens partout. Mais à notre époque, il y avait plus de mauvais que des biens. Ouais, c'est vrai. Et ça, vous savez si ça a changé ou est-ce que c'est Je sais pas, aucune idée. Je pense que ça avance quand même parce que les gens ils comprennent que peu importe la couleur et tout, on est tous les mêmes, on est des humains, tu vois. Mais à notre époque, bah, ils étaient Franchement, moi, je crois pas que les gens changent. De toute façon, nous, humains, on change pas, voilà, donc c'est ça le problème. Sur ce point-là, en France, c'était peut-être c'est devenu trop bien. Plus sérieux, tu vois, au niveau, on va dire, avec les polices, tout ça, tu vois, c'est plus, si tu fais ça maintenant, peut-être, tu vas prendre quelque chose, au moins, tu vois. En époque, c'était pas comme ça, mais je pense pas qu'intérieur, les gens, ils se changent. C'est pareil. Juste, je voulais te raconter une anecdote. On était le fête de 1er mai, je pense, c'est culturel, et tout. On était dans un parc. 5 mecs, je te jure, c'est la vérité. Abou était pas là, on était 5 mecs, des Tchétchènes. On est sortis, c'était le fête culturel. En fait, 1er mai, c'est truc de travail et tout. Et en fait, il y avait, tu sais, des stands de différents pays, ils racontaient des cultures et tout. On était dans un parc. Et on est suivi par un groupe de mecs. On a l'impression qu'ils nous suivent, mais on n'est pas sûr, tu vois ce que je veux dire. Du coup, on tourne à droite, ils tournent à droite. On tourne à gauche, ils tournent à gauche, tu vois. Et à un moment donné, on arrive au milieu de parc, on s'assoit à côté d'un fontaine pour dire, vas-y, passez, peut-être, tu vois ce que je veux dire. Et ils commencent à nous gazer. Oh, je te jure, c'est la vérité. On était tous comme ça, on se battait avec les yeux fermés parce qu'on n'arrivait pas à ouvrir les yeux. Après, avec le fontaine, on lavait les yeux, ça faisait encore plus mal, en fait. Pour rien. On n'a rien fait, on était dans un parc avec des amis. Mais du coup, en fait, là, la question qui me vient direct, c'est, enfin, quand on vous entend, là, je savais pas tout ça, évidemment, mais quand on vous entend parler, là, maintenant, bah, vous avez l'air tellement heureux d'être ici, content de vivre et tout. C'est la vérité. Comment est-ce que vous avez fait, enfin, je sais que c'est bizarre comme question, mais pour pas devenir vous-même, du coup, ultra anti-tout, sauf les Tchétchènes, en mode, ah oui, d'accord, tout le monde est... Parce que notre maman, elle nous a pas élevés comme ça. Notre maman, elle nous a élevés, il faut pas être ingrat. Ouais. Peu importe l'environnement et tout, si quelqu'un te fait de bien, il faut que tu sois bien. Bien sûr, il y a des mauvais et des méchants, mais tout le monde n'est pas méchant et tout le monde n'est pas bon, tu vois ce que je veux dire. Du coup, on savait très bien depuis enfant, si un il est mauvais, l'autre il est bien. On généralise pas, tu vois ce que je veux dire. C'est notre maman qui l'a mis cette éducation. Et on n'avait pas à l'intérieur de nous la haine. Oui, voilà, la haine. On voulait la paix. Parce qu'on a, de un, personne n'a jamais nous faire peur, tu vois, même si dans 20 personnes, on faisait jusqu'au bout tous les 2 bagarres. Donc, on n'a pas de ces trucs, ouais, il m'a frappé en époque, là, du coup, je vous déteste pas tous. de mentalité de victime. Voilà, merci. Ouais. On n'avait pas de laine et on n'est pas, comment te dire, quand tu veux redonner, si que t'as du ressentiment, que tu veux te non, mais ce que je veux dire, si on n'est pas dans ce truc, si t'es mauvais, et comment on appelle ce mot? Non, tout coup, il faut que je le rende. On n'oubliait pas ce que... Ouais, purée, mais effectivement, rancunier. Ouais, on n'est pas rancunier. Ouais. Moi, j'ai un cœur très, très propre dans ce sens-là.
Je peux pas dire la même chose. Abou, il est un peu rancunier, là. Ouais, c'est des caractères différents. Quoi. Abou, il est un peu rancunier. Beaucoup plus que moi. Moi, je pardonne très vite. Bien sûr, de 1 à 100 en 1 seconde. Je peux péter un plomb et faire n'importe quoi, mais 2 secondes plus tard, je m'excuse si j'ai tort. Je dis désolé et tout. En fait, je suis pas rancunier, en fait. Ouais. Ben, et du coup, mais vu que vous avez 2 caractères qui sont aussi différents, est-ce qu'il y en a un pour lequel c'était encore plus des galères que l'autre, ou est-ce que du coup, c'était en fait... on vivait tout ensemble. Ouais. On n'a jamais fait partial, tu vois. Lui, il vivait un truc. S'il vivait mal, j'y vivais mal. Si j'y vivais bien, il vivait bien. Et mentalement, t'es toujours tous les deux trop forts. Ouais. Donc, personne pourrait nous victimiser, je sais pas, frapper, faire quelque chose mentalement, casser notre mental. Personne pourrait ça. Donc, du coup, on était toujours trop solide mentalement. Ouais. Donc, ça va. C'est pas des mots qui nous faisaient, c'est pas des mots qui pouvaient nous blesser alors qu'on a vécu un passé incroyable. C'est pas les mots qui nous atteignent. Bien sûr, on se battait parce que quand les gens ici en France, quand on est arrivé, on avait un autre côté, c'est que les gens ils prennent très à la légère, insulter les sœurs, des mamans et tout. C'est des blagues pour eux et c'est carrément ceux qui parlent comme ça, c'est des amis, ils se parlent entre eux comme ça. Mais nous on est éduqués dans mon pays, insulter maman et sœur, c'est égal la mort. C'est juste vraiment un truc de mort que le frère il peut venir et dire comment t'as parlé sur maman et ça peut partir sur des galères de ouf. Ben oui, j'avais vu ça lorsque j'avais fait un reportage sur le Daghestan, mais c'est Tchétchénie, c'est pareil, on est des voisins. En fait, c'est ça. Et en fait, justement, ce que j'avais vu, c'était que la raison pour laquelle c'est comme ça, du coup, chez vous, c'est qu'en fait, comme pendant des siècles et des siècles, en fait, c'était des villages qui étaient un peu partout dans les montagnes, etc. En fait, la réputation, ça fait tout. Ça fait tout. Parce qu'en fait, avoir une réputation ou avoir quelqu'un où tu te dis non, lui, il a pas pu mentir, c'est ça. On te vire de village. On te vire, ou alors ça peut avoir une bonne ou une mauvaise réputation, ça peut éviter des guerres entre des villages, des tribus, etc. T'as vu, par exemple, chez nous, tu peux laisser la voiture ouverte et aller où tu veux. Celui qui vole, le vol que t'as dans la voiture ou n'importe où, pire truc qu'il peut faire un Tchétchène, c'est voler. Et aller en prison. C'est réputation de ouf. Et s'il va en prison, c'est le meilleur truc qui peut lui arriver. En fait, il perd la réputation. Et ça, et même aujourd'hui, je suis en France et tout, j'ai trop peur de faire un truc déplacé, que ma communauté, elles vont pas être, parce que ça reflète sur ma communauté. Quand je vois les gens qui font la merde, je sais que les gens, ils vont dire c'est un Tchétchène. Parce que, tu vois, du coup, ça reflète, tu vois. Alors que je connais ma communauté, 80, je sais pas pourcentage, mais 95% c'est des gens droits dans les bottes, qui font pas de la merde et tout. Mais comme partout, il y a des 5% des mauvais qui vont venir, qui vont faire n'importe quoi. Et les gens, ils vont juger par rapport aux 5%, pas par rapport aux gens. Ouais, complètement. C'est pour ça que, en fait, c'est terrible parce que c'est vrai que, depuis que je suis dans le MMA, je vais pas faire le daron ou l'ancien, mais en gros, depuis en tout cas les quelques années que j'y suis, ça c'est un truc, mais à chaque fois, je suis choqué dès que je croise des Tchétchènes ou des Dagestanais ou des gars de l'Est, mais à chaque fois, enfin, je crois qu'il y en a peut-être même pas un seul que j'ai croisé, il doit y en avoir, bien sûr, parce qu'il y en a partout, mais à chaque fois, c'est ultra gentil, attentionné, qui font... Et là, du coup, je sais que les gens vont dire, oui, mais c'est parce que je suis avec vous. Non, c'est vrai. C'est-à-dire que à chaque fois que j'ai croisé des gens qui venaient de cette région-là, c'était ça. Parce que probablement l'éducation, Éducation. C'est fou. En fait, on a un code de honneur qui s'appelle Qonakhallah. En fait, c'est comme un code de bravure à l'époque des chevaliers que chaque Tchétchène doit respecter. Comment se porter. En fait, c'est une leçon de vie. Comment vivre pour être un bon Tchétchène. Tu vois ce que je veux dire? Okay. Donc, pas frapper le faible, pas manquer de respect, aider les faibles, pas le mettre dans des mauvaises, mal à l'aise. En fait, c'est carrément un truc de bravure, pas faire le lâche. Si un membre de ta communauté a besoin d'aide, venir en aide. Si demain je vais n'importe quelle ville de France, j'arrive et j'ai pas où dormir, mais il y a un Tchétchène dans la ville alors que j'ai jamais connu, il va m'héberger chez lui. Et ça, on a hébergé des gars qu'on connaît même pas qui viennent dans notre ville dormir chez nous. Ça, c'est truc fraternité, tu vois ce que je veux dire. Et je comprends qu'en France, il y a plus de ça, peut-être avant il y avait, parce que en fait déjà la France est un grand pays et il y a beaucoup de multinationales, il y a beaucoup de trucs. Tchétchénie, on n'est pas beaucoup, on est petit, on est soudés et ça c'est notre force en fait. Et quand pour te dire la vérité,
quand un Tchétchène fait de la merde et ça parle partout et tout, les Tchétchènes sont le premier de dire c'est n'importe quoi, pourquoi tu fais ça? Ouais. Pourquoi tu fais ça? Si demain, un Tchétchène de ma ville, il fait de la merde, ben, c'est les Tchétchènes qui prennent soin de lui, soin de l'un, entre le guillemets, pour le remettre sur le bon voie, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce que tout ce qu'il va faire, ça va refléter sur la communauté. Ouais. Et comment est-ce que, et on va revenir après sur la suite de votre parcours, mais et ça, comment est-ce que vous le gérez? Parce que c'est vrai qu'en France, c'est ça qui est assez fou, c'est qu'il y a tellement du coup de cultures maintenant différentes, il y a tellement de gens qui viennent de pays différents et quelles que soient les générations desquelles ils sont arrivés. Comment est-ce que vous le gérez? Parce que j'ai l'impression, et là c'est vous qui allez me dire, mais je me souviens que c'est Nassourdine Imavov qui avait dit dans une des conférences de presse que il y avait une question qui lui était posée en mode mais du coup t'es daguestanais, t'es français, enfin le genre de question un peu piège, mais d'un autre côté il avait eu la réponse parfaite qui était de dire bah moi je suis français mais mon sang est daguestanais et je serai toujours lié à la région et le pays d'où je viens qui est le Daghestan. Comment est-ce que vous le voyez ça? Regarde, moi je veux dire tout simplement, je peux être tchétchène et respecter le pays qui m'a accueilli. Je suis conscient que je serai jamais français. Parce que français, il faut naître sur le terrain et tout. Je sais très bien ça. Et je prétends pas être français de souche et tout. Mais je peux respecter les gens qui m'ont accueilli. Je peux, tu sais, c'est tout simple en vrai. Chacun sa vie. Moi, je suis chez moi, je suis tchétchène. Avec ma famille, je suis tchétchène. On parle tchétchène et tout et tout. Mais je respecte tout le monde en dehors. On a beaucoup d'amis de toutes les nationalités. On n'a jamais fait les diviser par religion ou par le pays et tout. Pour moi, ils sont tous égaux et je les aime tous, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il faut pas être ingrat. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, il y a de mauvais dans la France, comme dans chaque pays, je pense. Quand je vois la politique, vu que je suis musulman et tout, quand je vois la politique qui tous les jours, ils sont sur nous. Mais après, je croise des gens, mes amis, mon entourage qui sont français, qui ça les gêne pas du tout. Ouais. Que je sois musulman et tout. Il faut que juste chacun respecte les croyances et essaie pas imposer ou faire de la merde, tu vois ce que je pense. Ouais. C'est le milieu parfait pour trouver la paix entre tout le monde, tu vois ce que je veux dire. Je fais comme ça, je rentre pas dans moi j'aime pas la politique française, je vais pas mentir, mais j'aime la France, j'aime le terrain parce que pour une fois dans notre vie on vit en paix. Exactement. On n'a pas faim, on n'a pas froid, on a un entourage bien, on n'est pas comment te dire, il n'y a pas bullying, il n'y a rien du tout. On vit très bien. Et c'est pour ça, quand j'ai dit dans l'interview et tout, je suis pas dans la politique et tout. Moi, je suis dans le humain. C'est ce que je connais en étant humain, tu vois ce que je veux dire? Donc, je respecte, c'est pour ça. C'est pour ça, d'ailleurs, je représente la France. Pour remercier cette part. Bien sûr, je serai toujours tchétchène. Mais, je remercie, c'est mon part de remerciement envers la France, c'est tout. Bah tu vois, et juste avant de reprendre, c'est là où je sais que moi perso, c'est ce qui fait que je me dis bah ouais, enfin, il y aura jamais. Si on est comme ça, il y aura toujours des problèmes, toujours des parce camps. Que voilà, il y aura toujours la guerre, toujours, c'est inévitable, c'est l'humain, mais je sais que quand par exemple, que je vous entends dire ça, bah moi je me dis bah ouais, enfin là. D'entendre un gars qui dit bah bien sûr j'ai des origines et j'ai un vécu qui fait que je suis d'un autre pays etc, mais que je suis fier de représenter la France et tout, bah, je sais que moi je suis en mode bah mais alors là mais on sera tous ensemble mais sûr quoi. On est arrivé en 2011, quand on est arrivé en France on était déjà formés tchétchènes, on peut pas devenir français de lendemain, c'est impossible. Faut naître ici des générations en génération et tout, tu vois, ça se fait pas en claquement, sinon c'est hypocrisie en fait, tu vois ce que je veux dire. Je peux pas dire juste pour plaire à quelqu'un, je suis français et tout. Alors que dans moi, je me sens pas français. Même si tu vois, je remercie la France d'avoir acquis, je respecte la France ou les autres, n'importe quel, comme moi, voilà. Non mais je comprends. Égalité, fraternité, voilà. Non mais ça a énormément de sens de la manière dont vous le dites, quoi. Le devise français, il devrait être appliqué, en fait. Le devise, il est parfait, le devise français. Égalité, fraternité. C'est le plus important. Ouais. Liberté, égalité, fraternité. Ouais, les trois, voilà. Ouais. Mais moi, je sais, le 3, la liberté, on l'a aujourd'hui. Personne je comprends. Mais le plus important, ce qui manque aujourd'hui, c'est égalité et fraternité. Ouais, et c'est vrai qu'on le sent, ça l'est de plus en plus. Bien sûr. Et pour revenir en tout cas vous étiez en Pologne et vous devez partir parce que la Pologne vous dit maintenant c'est terminé. Comment est-ce que ça se passe? Vous allez directement en France ensuite?
Oui. C'était un truc de ouf. Quoi. Oh, vas-y, raconte. Laisse tomber. Comme je te dis, les Polonais, ils nous a déjà refusé 2 fois. Et la 3e fois, c'était c'est bon, on veut pas, on devait rentrer en Tchétchénie. Ah oui, d'accord, c'était Et on rentré en n'avait pas Tchétchénie. le droit de partir en France. Et on n'a pas le droit. On est parti en cachette. Regarde. Wow. Et un de notre famille, il est venu nous chercher en Pologne. Il habitait en France. Ouais. Et on est en discret, on est sorti un par un de l'hôtel. Ouais, de l'hôtel où on a Parce que habité. t'as pas le droit de quitter. Ils le voient direct. Ils peuvent ramener la police. Du coup, un par un, on est sorti. Bam, on a pris la voiture. On n'a même pas dit au revoir à notre camarade proche On a parce dit qu'on avait personne. peur qu'ils vont. On n'avait même pas le balancer. droit de prévenir qu'on part. Personne savait qu'on part. Enfin, à Même part les les amis gens proches. qui. Ça oui, les amis proches, mais les autres ne savaient pas. On prend une voiture, bam, on part. Le lendemain, on est en Allemagne. Nos voisins nous appellent. Genre, vous êtes où, etc. Il y a des gens qui sont venus vous chercher. Imagine si un jour. Ça En fait, change c'était tout. vraiment comme une prison. Tu vois, t'avais l'impression d'être libre, mais t'étais pas libre en fait. T'étais contrôlé H24. Ah Quand ouais. on était en Allemagne, ils nous appelaient, disant qu'ils sont venus vous chercher. Mais nous, on était déjà en Allemagne. Et il faut savoir que sur la route, si on nous arrête, tu sais, c'est le territoire européen. Ils peuvent nous Ah bah ouais, direct. vous renvoyez Et direct. on nous a arrêtés 2 fois. Chaque fois, on voyait police, là, je te jure, on On avait. criait quand on voyait les douaniers et tout, le stress qu'on avait. Et en plus, dans la voiture, 5 places, on était combien? Ouais, je pense qu'on Six. était 6. Ouais, 6. Mais il faut savoir qu'il y avait bagage de ouf. Oui. Ah ouais, On se fait arrêter en Belgique. Le police, il dit, suis-nous. On le suit. On dit, c'est bon, c'est fini. On retourne. On était déjà perdu espoir. On nous ramène, je sais pas, dans un forêt. Je dis à maman, je dis, ils veulent nous tuer ou quoi? Pourquoi ils nous ramènent dans un forêt? Police, il descend, ouvre le coffre. Il voit tout le bordel qu'il y a dans le coffre. Il dit, allez-y plus loin. C'est le seul fois que j'ai aimé, je sais pas, on peut appeler ça racisme auto, mais c'est la seule fois que j'ai aimé qu'il a pas voulu nous, parce que si il nous arrête là, on pourrait dire on reste en Pologne et on demande d'asile ici, tu vois ce que je veux dire? Et Tellement le stress qu'on avait, c'est. Ouais, bah ouais. Chaque fois, on en police, on te. on est arrivé en France, on a fait le demande d'asile, et quand tu fais le demande d'asile, pendant 1 mois, 2 mois, tu dois attendre qu'il te accepte, mais entre temps, si la police te chope, c'est fini. Donc pendant 2 mois, on dormait chez la famille, une famille proche là, on dormait chez eux, en cachette. On sortait pas, on faisait rien et tout parce qu'on avait trop peur si on Même t'attrape. quand livreur est venu là. Ouais, on stressait de ouf, je te jure, c'est vrai. On avait trop peur. Et après, on a reçu le papier qu'on a le droit d'être sur le terrain. Et là, le pire truc qui a commencé. L'hôtel. Les hôtels de 3 jours. Tous les 3 jours, on devait déménager. Là, vous étiez arrivé en France du coup? Ouais. Ouais. Ouais, c'est en France. Tout ce temps, on a attendu C'est le 2 début. mois. Oh, ok. C'était ouais. en France aussi, c'était à Cergy-Pontoise. Là. Ok. Ils avaient une maison, la famille, et on dormait là-bas en cachette et tout. Et après, quand on nous a acceptés en tant que demandeurs d'asile, et en fait, au début, c'est très difficile parce qu'on te donne pas un logement stable. Tu dois attendre des mois et des mois. Ok. Du coup, pour pas te laisser dehors, c'est même pas eux qui font ça. Tu dois être dans une cabine téléphonique et appeler tous les jours. Je pense que c'était 115, un truc comme ça. C'est le truc logement pour sans-abri, des trucs comme ça, tu vois ce que je veux dire. Et on commençait matin, et le cabine téléphonique à l'ancien, tu vois, on n'avait pas des cartes SIM et tout. Cabine téléphonique, tous les heures et des heures, on appelle, on dit, après il nous met en attente et tout. Et avant d'arriver le soir, il nous trouve un logement qui peut être là pour 1-2 journées. Donc un jour, 1-2 journées, on était à Hôtel de Iblis à Saint-Denis. Et 2e jour, 2-3 jours plus tard, on est à Meaux. Tu vois la différence entre Meaux et Saint-Denis. Pour les gens qui parlent zéro. Heureusement, je parlais anglais, j'arrive à me débrouiller. Sinon, on serait perdu. Qui n'ont pas de moyenne. Ouais. Ils ont du bagage de ouf. On est 4 petits, enfants. 4 enfants. Et faire ça. Ouais, c'est C'était dégueulasse. horrible. Enfer sur terre, je te jure. Bah et ouais. même si j'ai vécu ça, bah, je dis, je suis quand même bien. Alors que notre vie, vraiment, elle a commencé à 2015. Ah ouais. Et à partir du coup, qu'est-ce qui a fait que c'est à partir de quel moment vous vous êtes dit ok là on peut vraiment commencer à Parce vivre? que nous a donné papier. En fait, on avait des papiers qu'on devait échanger chaque mois.
Chaque mois. Donc, comme si tu devais te pointer à la volée, chaque mois, tu devais changer les papiers. C'était un truc temporaire. En attendant les papiers et du coup, tous les mois, on devait être à la préfecture pour changer ça. Donc, et sur ce papier, c'est écrit en gros, pas autorisé faire travail en France. On avait même pas ces permis, on n'avait pas le droit sur le territoire français. Et on avait 600 € que nous donnait l'État pour toute la famille. Moi, non? Non, 600 €, mais il donnait moitié-moitié. Ah oui. Pour 2 semaines, 300 €. Oh. Et 2 semaines plus tard, 300 €. Donc, on est 5. Et 300 €, c'est peu. C'était limite. C'était juste pour survivre, on va dire. Ouais. Heureusement, il y a eu de restos de cœur et tout. On allait là-bas, sinon on allait mourir de faim, tu vois. Ouais. Donc, c'était très difficile. J'avais 9 ans. Non, j'avais 12 ans. Ouais, 12 ans quand Il je allait au prenais les resto. trucs là. J'allais le matin. Le chariot, il allait au J'étais resto. tout seul, tu vois. Ouais. Pour amener la nourriture à la maison. Et Ouais. je faisais tout seul. Imagine un gars de 12 ans là, il prend tout seul, il se réveille à 7 h matin pour prendre la queue le restaurant de cœur qui s'ouvre à 8 h, 9 h, tu vois. Ouais. Et malgré tout ça, même ça, on dit merci. Parce que on pouvait pas, même ça, ils pouvaient pas donner s'ils voulaient, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Non. ouais, On je dit merci. Au moins, on a survécu aujourd'hui, on est là où nous sommes, voilà. Donc, en 2015, on a eu le papier qu'on a le droit de rester sur le territoire français pendant 10 ans. Et en plus, on avait le droit de travailler et passer les diplômes. Du coup, c'est là, en France, on a commencé à vivre, tu vois ce que je veux dire? Parce Ouais. qu'on était un peu ouvert. Jusqu'à là, 2015. On savait même pas qu'est-ce qu'on va faire dans notre vie. Bah ouais, mais On était c'est totalement ça. perdu en fait. C'est ça. Le but c'était juste survivre jusqu'à la prochaine 2 semaines qui te donne le 300 €. Mais c'est ça. Et du coup, à quel moment est-ce que vous trouvez, en tout cas, vous vous dites, ok, maintenant, on est un peu plus stable, on sait qu'on va pouvoir voir venir, là, sur les 10 ans qui viennent, au moins, on sait qu'on est plus tranquille. Et du coup, à quel moment vous faites le choix du coup, on a envie de devenir des athlètes professionnels, des combattants professionnels? Jamais. Wow. C'était pas C'est un rêve. arrivé, c'est arrivé spontané. Ah, ok, ouais, Juste vous ne on rêviez se- pas de devenir combattant pro. Non. On n'imaginait même pas qu'on allait. Je parle même pas de rêve. Quand on était au sud, on croisait un combattant professionnel. Même si un Pour- record 0-10 là, Pour nous, c'était waouh, c'est un surhumain, tu vois ce que je veux dire? Je te jure, c'est la vérité. Alors qu'il a dû faire des combats dans son jardin, tu vois, des petites organisations et tout. Mais pour nous, c'était un Superman. Ouais. Et donc, nous, on faisait le sport pour nous. Parce qu'on a toujours été sportifs. Moi, je faisais foot et lui, il était toujours dans la bagarre. Et lui, Pendant 3 ans, moi aussi, je fais foot un peu. ouais, il a fait Ok. foot, c'était pire footballeur. Son coach, c'était mon coéquipier. Moi, j'ai joué en équipe senior. Son coach, c'était notre gardien. Et il disait, tu repars, s'il te plaît, dis-le, arrêtez combat, arrêtez le football, c'est pas pour lui. Enfin, il courait vite, il était physique et tout, mais zéro technique, zéro intelligence de... Le bourrin. Un larme qui court vite. Il courait, il envoyait des pointus. À un moment donné, J'ai pas garé, tu vois, je sais pas. à un moment donné, il a dit, s'il te plaît, dis-le, arrête le football, c'est pas pour lui. Et il s'est mis au judo, voilà. Ok. Ouais, donc en fait, ça s'est fait naturellement Ouais. parce que vous étiez en plus bon En à se ça, cherchant, en fait. En se cherchant, on savait pas où est Jusqu'à la place. 17 ans, 16 ans, je te jure, dans ma vie, j'avais aucun truc. Je play chez Aucun moi, objectif. FIFA, aucun objectif. Je savais pas qu'est-ce que je vais faire dans ma vie. En Ah niveau études, ça m'intéresse pas trop. Tu Abo, vois. il était pas très bon en études, donc c'est Si parce je que veux, c'est le je qui pourrais intéressait être, pas. mais ça enfin. m'intéressait pas du tout, Ouais. tu vois. Je savais pas ce que je vais faire dans ma vie. Et Je moi, pensais j'ai que- fait bac pro mécanique agriculture. Et c'était trop difficile de trouver des stages et tout. Du coup, j'ai pas pu passer mon bac parce que j'ai raté les stages. Ok. Parce que pour faire de stage, en fait, déjà, il faut savoir, c'est mécanique, agriculture, c'est des tracteurs et tout. Et donc, c'est très difficile d'avoir 25 boîtes où il y a des tracteurs et tout, alors Ok. qu'il y a une concurrence de ouf, tu vois. Du coup, tu devais aller à Marseille et tout, Ouais, ce qu'on ok. peut pas faire, tu vois ce que je veux dire. Du coup, Moi, c'est j'ai AP. passé des diplômes. Ok. C'est vrai? Maths, Les bâtiment peintures de et tout. collectivité.
Let's Eh ben, go. Mais c'est pas ce qu'on voulait faire. Mais c'est pas ce qu'on voulait faire. Oh là, c'est mon prof, il va voir ça, il va me tuer. J'ai triché de ouf. Aïe, aïe, aïe. Mais du coup, ouais, vous essayiez, mais vous saviez pas vraiment. Notre maman, jusqu'où- elle disait, c'est notre maman qui a fait tout. Elle disait, même si vous aimez pas, avoir un diplôme, c'est important. On sait pas qu'est-ce qui arrive. Franchement, c'est elle qui nous forçait. Tout ce qu'on fait dans notre vie, c'est elle qui nous mais c'est ce que j'allais dire. Là, votre maman, ça a l'air d'être un super héros. En fait. C'est notre super-héros, c'est notre GPS. Sans elle, je te jure, on sait pas où on serait et tout. Chaque fois, elle fait un choix, on est sceptique dessus, on dit, elle dit, non, faut le faire. Et chaque fois, le choix, il est justifié. Ouais. Le bon choix. Du coup, L'expérience de la vie. après, une fois, on réussit dans le choix que nous, on croyait pas, mais elle croyait, elle dit, je vous avais dit. Il a fait, je vous avais dit quoi? Personne peut m'aider. C'est notre maman qui a dit ça en première. C'est votre maman qui a inspiré de nous. Non. Ok. Purée, mais c'est... Ok. Et donc, du coup, en fait, vous avez quand même fait suffisamment pour au moins obtenir ces diplômes-là, ou en tout cas, au moins essayer d'avoir, du coup... On était forcé. Ouais, voilà. Par respect à notre maman. Ouais, mais elle a raison, probablement. Et puis... Et du coup, c'est... Par respect, coup de coude. L'envoyer des hagra, les ceintures. Oh, ça fait trop mal, ceinture. Même si on était grand et on n'avait pas peur de ceinture, c'est bon, on est grand, on sait que notre maman, elle a plus cette capacité de nous frapper ou nous faire mal. On avait par respect. Ouais. Par respect, on faisait parce que même aujourd'hui, on est conscient de tout ce qu'elle a fait pour nous. Ouais. Et bah, du coup, le moment où vous décidez, je sais pas à quel âge, je sais pas comment ça se fait, mais on va maintenant, on peut en faire notre métier. Sacrée anecdote qui arrive. Déjà, Abou, il faisait judo et jiu-jitsu japonaise avec les coups. Traditionnel, il n'y avait pas jiu-jitsu brésilien. Ok. Je te jure, j'ai commencé judo, première semaine, je vois un gars comme ça, genre, moi, je me suis dit, je suis un bagarreur de la rue, je suis trop fort, etc., tu vois. Un gars, il est maigre, tout ça, il me plie tout dans tous les sens. Frère, ça m'a touché la fierté que j'avais, tu vois. C'était un ceinture noire de judo, mais pour moi, il n'y a pas de ceinture noire. Dans la rue, il n'y a pas de ceinture noire, tu vois. Et je me suis dit, non, je peux pas, c'est pas normal, tu vois. Je commence à m'entraîner, je te jure, un mois après, j'ai plié toute la salle, tranquille. Genre, et on a 20 soumissions par round, un seul mois. Et après, on est parti dans un tournoi. Ça, c'était nous, on habitait à Digne-les-Bains. Big up à nos concitoyens, on va dire, de Digne-les-Bains qui nous supportent même aujourd'hui tous avant derrière nous. Ils sont trop fiers de nous et tout. Merci beaucoup à Digne et au club de judo et club de Pancras, Mounir, tout le monde, Jean-Marc, merci beaucoup à vous. C'est grâce à vous qu'on est là aussi. Je pourrais citer tout le monde, mais sinon on va mettre tout. Mais merci à tout le monde, je suis conscient. Ce que je voulais dire, on est parti dans un tournoi à Saint-Aubin, je pense. C'était Saint-Aubin, un truc comme ça s'appelait. Lequel, Newaza? Ouais, où t'as battu ceinture noire qui est plus lourd que toi en finale. Ah oui, c'est juste pas. C'était un tournoi de Alpes, je sais pas quoi, là, à Saint-Aubin. Et Abou, il a plié tout le monde en 2-2, alors que c'était ceinture jaune. Ceinture jaune. C'était juste après. Oula, ah ouais. Ouais, c'est Newaza, il n'y a pas de ceinture et tout. Et il plie tout le monde. Il arrive en finale. 9 combats, 9 soumissions. Ouais, il arrive en finale contre un mec qui fait 20 kilos plus que lui, qui est ceinture noire et apparemment qui était dans pôle, je sais pas quoi, qui était vraiment haut niveau et tout. Et tout est tout ouf. Et je disais, oh là, ça va être chou. En coup, il est plus fort physiquement, il a tous les avantages. T'as mon coach. Oreilles cassées. Ouais. T'as mon coach Mounir là, qui me dit, tu verras, il va gagner. Je dis, ouais, ok, on verra. Les premières secondes, Abou, il a fait. Tu sais, il n'y a pas longtemps, il y avait une épidémie dans le air vert là. C'était quoi les petits trucs qui se collent au pot là? On appelle comment les petits bêtes là qui se poussent? Ah, des sangsues ou des trucs comme ça? Pas sangsues, mais tu sais, des petits clopes, des clopes, je sais pas comment on appelle ça. En Russie, il dit clopes. Ça... Ok, c'est un insecte? Ouais, c'est un insecte qui rentre sous la peau et qui peut te... C'est comme cafard un peu. Ou des puces ou un truc comme ça. Ah, puces, je pense. C'est des puces qui avaient épidémie en France dans les air verts et tout. Ah, les puces de lit. Ouais, des trucs comme ça. Bah, Abou, c'était ça dans ce combat. Il a ramené, il a pas ramené, il a attaqué d'un coup, il a fait, je pense, virage.
il était sur son dos 5 minutes. Le mec, il a fait des tours, il a fait des saltos pour se dégager. Il n'arrivait pas. Il était collé sur ça. Et Abou, il a gagné son première coupe. Wow. Et c'est là, je me suis dit, il est trop fort, mon frère. C'est incroyable, en fait. J'ai gagné 2 catégories, la mienne est absolue. Ouais, en fait, c'était en absolu. Il a gagné 100 catégories en absolu. Il n'y avait pas de poids et c'est ni au hasard. Toujours, j'avais une expérience 1 mois, 2 mois de judo. Attends, Moi, j'ai rien fait. Et t'avais quel âge? 16 ans? Ouais, Non, 15, 17 ans, 16 ans. 16, ouais. J'étais un gamin encore. Et il a démonté et c'est senior, hein, il y avait pas, c'était pas le mec de son âge, hein, c'était un daron de 30 ans. J'ai jamais fait en cadet, je fais toujours en senior. J'avais 16 ans contre un 30, 35 ans, tu vois. Et là, je me suis dit, je regarde mon coach, Mounir, mon coach, son coach, je faisais rien, moi, à l'époque, football, dans ma tête, je dis, mais trop fort, mon frère, c'est abusé, frère. Et après, on va, le Coupe de France à Marseille, on jiu-jitsu brésilien, on n'a jamais fait jiu-jitsu brésilien. Wow. On arrive, on est arrivé, on regarde les gens qui font un chauffement, on se regarde, on se dit, mais dans quoi on se met les frères? Tu imagines un ceinture jaune de judo, même pas juste judo. Mais comment vous avez fait déjà pour vous inscrire là-dedans? Je sais pas, c'est notre coach m'a envoyé, frère, bâtard. On arrive, je te jure, on voit, ils font du langoustes, des trucs, on savait rien. Judo, c'est pas les langoustes, c'est rien. Le judo, c'est les chutes pour ramener, on nous apprend pas à faire des langoustes. Des oreilles cassées et tout. On voit, ils tournent, on se regarde. On dit, j'avoue, j'ai dit, je suis désolé. Une fois dans ma vie, il a dit ça. Il a dit, je sais pas comment tu vas gagner. Je te jure, je sais pas. Et du coup, il arrive, ceinture bleue, champion d'Europe, je sais pas quoi, de l'équipe Montpellier, Impact, je sais pas quoi, là. Abou, il gagne. Deuxième combat, Abou, il gagne. Arrivons en finale, ceinture noire, brésilien, méchant look. Et ça abonné sur moi là avant hier. Juste pas, il me rappelle de moi, non, mais ça abonné sur moi. Et en plus, toute la foule qui fait. Ah ouais, je te jure, ça fait. Et Abou, il a bien commencé le combat, et à un moment donné, le mec, il prend dos de Abou, il triche quand même parce qu'il fait saigner Abou. Ouais, il m'a fait avec ce truc. Il n'a pas le droit. Là, il m'a, Normalement, t'as pas le droit de toucher le nez et tout, mais vu qu'il a plus d'expérience et tout, toucher Abou, il commence à gicler de sang. Et il a perdu comme ça le combat. 3e. Oh purée, oh, c'est nul ça. Et sur le ceinture bleue qui devait partir au championnat d'Europe et BGGF à l'époque, là, en fait, il a croisé les jambes devant Abou. Abou, il était dans son dos, il a croisé, il faut jamais, enfin, il était dans le dos d'Abou. Il a croisé, il faut jamais croiser. Abou, il a pris par-dessus, il a failli casser son cheville. Il pleurait le mec parce qu'il a raté la compétition. Mais du coup, comment tu savais ce qu'il fallait faire? C'est instinctif. Je sais pas. Instinctif, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Tout ce qu'on fait, c'est instinctif. Ben, j'ai envie de dire, là, les derniers combats que vous faites, ça se voit du coup, parce que, enfin, il y a du travail bien évidemment, mais c'est de l'adaptation immédiate. C'est l'adaptation, y faire au bon moment. Et en fait, il faut savoir que le combat de Abou, là, c'est vrai qu'il fait un coup de coude retourné. Il fait feinte. Le moment qu'il fait la feinte, la tête de Mustafa, elle était là. Le moment de coude, elle était là. Alors que tout ce temps, Abou, il était dos à son adversaire. Il pouvait pas savoir qu'il a bougé la tête. Mais le coude, il arrive pile où il était. C'est ça, les instincts tu le ressens, en fait. Je peux pas t'expliquer ça. Mais Abou, moi, je savais pas que j'ai ça. C'est là que je me suis rendu compte. Mais Abou, il avait tout le temps ça. Je sais, 2 fois, à compétition, un combat, je faisais un truc, je te jure, tu me dis, répète ça, à la salle, j'arrive pas. Je sais pas comment il faut faire ça. Mais je trouve qu'il est beaucoup plus fort en combat qu'à l'entraînement. Ouais. Okay. Même si à l'entraînement, on est fort, on dirait que ça nous libère. Ouais. Parce que Abou, on va raconter la suite, on va pas sauter les étapes, donc voilà. Ouais, bon là, ça va être... Et donc là, vous étiez à ce moment-là, vous commencez à faire des compètes. Abou, tu commences à gagner des compètes alors que t'as jamais rien fait. Et du coup, petit à petit, vous commencez à vous entraîner là-dedans. Et c'est là où vous dites, ah oui, ok, on a un truc là. En fait, je commence par 2 entraînements par semaine. Je sens que ça suffit pas. J'ajoute encore 1. Ça commence, 3, c'est pas beaucoup, il faut faire plus. 4, et après, ça commence à... D'ailleurs, mon coach Mounir qui s'appelait. Mais même là, je parle toujours avec lui, on parle bien, tu vois. C'est lui qui m'a amené toujours ailleurs. Dans un parc. Plus possible, tu vois. On pouvait même aller dans un parc et s'entraîner dans un parc, juste parce que c'est les salles municipales sont ouvertes que 3-4 fois par semaine. Tu vois, du coup, on n'avait pas de salle pour s'entraîner. On allait dans un parc et voilà, on s'entraînait là-bas. Ok. Et du coup,
Comment ça se fait la progression vers Regarde déjà le devenir moment combattant? tournant où Abou il m'a ramené dans le... Il y a 2 raisons pour lesquelles je suis arrivé au judo aussi. Parce que moi j'étais à fond dans le foot et j'étais un bon footballeur à l'époque. Enfin à l'époque. Et déjà la première raison c'est que au foot je me suis battu avec toute l'équipe et j'ai failli frapper arbitre et tout et j'ai pris 15 matchs de suspension. Mais qu'est-ce qui s'était passé? En fait, c'était 90e minute, corner pour eux. Moi, j'étais attaquant. Donc, je restais, si la balle, elle retombe, je pars en contre. La balle, elle retombe sur moi, je pars en contre. Et j'étais très rapide. Très, très rapide. En fait, je commence à partir en contre tout seul. Et il y avait un seul défenseur qui est resté derrière. J'ai fait un grand pont. Ouais. Je pousse la balle et j'ai le double et j'étais plus rapide que lui. C'était un vieux, il peut pas m'attraper. Par contre, c'était juste avant d'arriver dans la surface. Et je te jure, c'est la vérité. J'ai le double, mais il m'a bousculé. Pas un grand truc, mais assez pour que, en pleine vitesse, je tombe. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, c'est clairement carton rouge, ouais. un te jeu, tu vois. Et je tombe, je regarde l'arbitre. L'arbitre, il vient me voir, il fait, genre, avec une tête, genre, je sais pas pour qui il s'est prenait, là, mais il m'a regardé comme si c'était Conor McGregor, tu vois. Il me dit, levez-vous, comme ça. Oh là là là, j'ai pété un plomb, j'ai insulté de tous les noms. Je prends un carton jaune. Je prends un carton jaune, je deviens encore plus fou. J'insulte tout le monde. Et après, je prends 2e carton jaune, carton rouge. Et là, j'ai pété un plomb. Je commence à chercher le mec qui m'a taclé pour le frapper. N'importe quel joueur adversaire, j'approche pour le frapper et tout. Et les gens, ils comprennent pas qu'est-ce qui se passe. Je suis devenu totalement fou. Mon coach et tout, il me prend pour ramener dans le vestiaire. Et tu sais, c'était chez eux. C'était pas chez nous. Et le couloir pour rentrer dans le vestiaire. Et t'as les grillages là. Et t'as tous les voyous, pas les supporters. Ah. Les supporters, ils me disaient rien. Les voyous tu sais, les mecs la jeunesse de quartier là, qui commencent à m'insulter et tout. Dire, tu vois, je me jette sur la grille. Je commence à monter, je dis, et mon coach, il me pousse, il dit, je tire pas l'arrête et tout. J'ai dit, restez là, je vais prendre douche, j'arrive. Partez pas, tu vois. J'ai pris douche, je suis venu, il y avait plus personne, pour te dire la vérité. Et ça, si quelqu'un pense j'ai menti, il y avait 25 coéquipiers qui sont témoins, ça. Et je rentre dans le vestiaire. Et mon coach de foot s'appelait Jean-Luc. Jean-Luc, il vient et dit, tu repars, s'il te plaît, tu vas prendre une grosse suspension, viens et excuse-toi devant l'arbitre. Donc, il nous ramène dans des cabines d'arbitre. Et coach, il dit, voilà, tu peux pas, il a pété le plan, il voulait s'excuser, il voulait pas faire ça. Arbitre, il était assis comme ça, après le douche. Il me dit, j'ai pas besoin de ces excuses. Oh, j'ai pété un plomb. J'ai montré un gros fac de loin. Sur le Ouais, regarde, j'ai montré un gros fac de loin. Mais j'étais tellement énervé que je voulais mettre main dessus. Je m'approche de son visage était là et je tapais avec le fac sur son visage. Je te jure, c'est la vérité. Et après, je reçois 15 matchs de suspension. C'était la moitié de saison, donc saison finie pour moi. Et dans le lettre, j'étais convoqué à FFF à Marseille, le tribunal FFF à Marseille. Et dans le lettre, il a dit l'arbitre, il a indiqué qu'il voulait pas que je sois à prison parce qu'il a peur pour sa vie. Oh la vache. Et du coup, c'est mon coach, il est allé à ma place. Du coup, la saison est finie pour moi. Terminée, ouais. Ouais, et donc j'étais chez moi et là, c'est Abou qui rentre et il dit, viens, t'as rien à faire. Non, en fait, sinon, d'abord, on a fait... Ouais, c'est ça que je parle. On avait un duplex et Abou, il a choisi la chambre le plus loin et on dirait, tu sais, le film avec le petit qui a resté tout seul à la maison, dès qu'il avait peur, il montait, tu sais, ça ressemblait un peu à ça, c'était duplex où il y avait le toit, tu vois ce que je veux dire. Tout petit, on dirait une grotte de nains. En vrai, c'est vrai, il y avait une petite porte et tu devais te baisser pour passer, tu vois ce que je veux dire. Ok, ouais. Mais c'était trop atmosphère dedans, je l'aimais bien. La grotte de Abou. Ouais, et c'était et c'est trop atmosphère dedans. Et Abou, il me dit, et là-bas, on pouvait lutter et tout, vu c'est duplex, en bas, c'est nous, on peut en gêner personne. On lutte. Abou, il me monte en l'air, j'arrivais rien faire. Alors que je faisais à peu près 100 kilos, là. J'arrive rien faire. Et on a tourné, je sais pas, pendant 1 heure, comme on avait habitude. Tu sais ce qu'on faisait? Couper là. On mettait des gants de boxe, on savait fermait pas la boxer. porte,
Je te jure, les bagarres, ça dure 2-3 heures. On met les gants de boxe et c'est fini au sol en se nervant tout, juste embrouillé. Chaque fois, on le faisait chaque fois sur entraînement de 3 heures. Et chaque fois, à la fin, on s'embrouillait. On dit, on va jamais s'entraîner et tout, parce qu'on tapait fort. Un frappait fort, l'autre frappe fort. On se démontait la gueule. Alors qu'on savait pas boxer du tout. On était vraiment nuls en boxe, là. Quand on est sorti, tu te rappelles qu'on partait, genre, vraiment, on dirait que c'était un piscine, tu vois, genre, le sol est Ouais, sueur de ouf. Et bref, il me monte en l'air. Après, on a fini. Et il me demande dans tous les trucs, que ça soit sol, debout, je pouvais rien faire. Abou, ça faisait maintenant 1 an, je pense, il faisait judo, donc il était à l'aise, tu vois. Et il est parti, j'étais posé, et ça a touché mon ego. Je dis, comment ça, mon petit frère, il me fait ça? Je dis, comment ça, mon petit frère, il me fait ça? Je suis le grand frère, je dois pas être comme ça. Et après, Abou, il m'a dit, vas-y, viens avec mon judo. Et... En fait, il voulait pas. Je dis, s'il te plaît, juste une fois. De toute façon, t'apprends une disqualification, t'as rien à faire là. Viens avec moi une fois. Je l'ai ramené une seule fois. Dès le début. Frère, il prend mes ceintures, mes coachs de ceinture noire en judo. Il commence à faire des grosses souplexes. Je te jure. C'est tellement bien fini pour lui, premier cours là. Après, il me dit, c'est quand le deuxième, c'est quand le deuxième. C'est bon, là. J'ai même aujourd'hui la vidéo. Là, c'est parti. En fait, les judokas, ils ont tendance de tourner la hanche pour faire le truc, sauf que j'avais ce bon timing de contrer sur, et chaque fois, je faisais la même chose. Je connaissais pas beaucoup de techniques, mais j'étais très fort là-dessus. Chaque fois, je le jetais carrément, le mec, il s'énervait parce que, il disait, tu fais toujours la même chose. Bah, je sais pas faire d'autres. Ceinture noire, il dit ça, ceinture blanche, tu fais toujours la même chose. Qu'est-ce qu'il doit faire? Et j'ai dit, mais tu fasses quoi? Je sais rien faire d'autre. En judo, à l'époque, je ne sais pas maintenant, on n'avait pas le droit d'attaquer les jambes. Non. Donc, tu sais, il faut faire kimono, et je sais pas, moi, j'ai jamais fait kimono. Donc, voilà, c'était comme ça. Et là, c'est parti. Et là, c'est parti, on s'est On entraîné. ne peut arrêter. Et comment est-ce que vous avez découvert, du coup, le MMA? On n'a pas découvert, on faisait un peu pancras avec notre coach à l'époque, Mounir, et l'académie dinoise de pancras. Et on faisait, mais bien sûr, on connaissait MMA, on l'a découvert depuis longtemps, depuis petit, quand on regarde des combats, tu vois. Ouais. Mais c'était pas, on n'a jamais découvert MMA. Le MMA, on a découvert nous-mêmes récemment. Nous, on a fait Sol. 2021? Ah, ouais, 2021. On a jamais. 2021? Ouais, 2021. En fait, lui, 2021, moi, c'est. 2022. Ouais, 2022, à peu près. Non. Moi, 2020, toi, 2021. Moi, ça doit faire 3 ans, toi, ça doit faire 2 ans et demi, un truc comme ça. Ouais. Voilà. Et c'est notre maman, on faisait du sol. Et on était vraiment talentueux dedans. Abou, il gagnait carrément tous les. Comme on est parti à Nice. Je suis parti garer la voiture. Je suis revenu. Il a gagné 3 combats. Il était déjà sur le... Ça a duré genre 10 secondes. Je te jure, c'est la vérité. Je m'en voulais parce que j'étais pas présent. Parce que c'est difficile de trouver parking à Nice, tu vois. Je rentre, Abou il est déjà sur le podium, je dis mais... Tu sais, ce truc, dès le début, j'avais toujours ce truc de finisseur, tu vois. Ouais. J'ai resté pas longtemps avec mes adversaires. Il faisait des joujis volés et tout. Toujours, genre... Alors qu'il avait une ceinture jaune de judo. J'avais toujours ce truc finition, genre, mes combats, ça restait jamais jusqu'à décision. Je sais pas, je suis comme ça, quelqu'un, j'aime bien rentrer dedans et les tester bien, tu vois. Ouais. Et là, une fois que je suis passé en MMA, c'est un niveau haut ou non, j'ai toujours la même style, c'est mon caractère qui est comme ça. Je peux pas et je veux pas les changer, tu vois. Je préfère perdre vraiment avec les manières ou, je sais pas, perdre jusqu'à décision. Frère, ça m'intéresse pas. Même si les gens ils vont dire tu te fais coucher, mais au moins j'ai cherché la bagarre. Moi j'ai appris un bonus de combat de soirée. Bah ouais, bonus de ouais. Et du coup, c'est ça. C'est notre maman. Encore. Toujours. En fait, tous les gens, nos coachs et tout, j'ai vu ta question venir, c'est pour ça que j'ai dit ça. Les gens, ils lui disaient que tes enfants sont très talentueux dedans. Et il lui disait, et elle entendait et tout, et elle voyait Abou, il gagnait tous les week-ends des médailles et tout. Et après, elle dit, vous avez aucune perspective ici, il faut qu'on parte vers Paris. Et Digne-les-Bains, c'est à 30 minutes de Marseille, 1 heure de Marseille. Donc c'est le sud, ouais. Tu vois, Alpes, Haute-Provence, voilà. Et notre maman, c'est une petite ville, très belle ville, mais il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Ouais. Notre maman a dit, vous n'avez pas de perspective ici, vous avez gaspillé votre temps ici, il faut que je vous ramène là-bas. Sauf que on n'a pas encore des revenus
et trouver un appartement à Paris, au proche. Donc, on a cherché à Orléans, on a cherché partout. Et on a trouvé une Russe qui habitait à côté de Troyes, dans un petit village qui s'appelle Origny-le-Sec. Il y a maximum 300 personnes. Ouais, toi, Ah oui. Ouais, c'est vraiment. C'est Et en plus, ces 3, c'est des papis et mamies. Ouais, genre. qui est ok. très gentil d'ailleurs. J'ai bien aimé. Et dans toute la ville, il y a une seule truc qu'il y a, que tu peux acheter un truc, c'est la boulangerie. Ouais. Pour le magasin plus proche, c'est quelques kilomètres. C'est à Romilly-sur-Seine. En fait, c'était à 20 minutes de Troyes. Donc on arrive c'est le seul moyen on a pu avoir parce qu'on avait argent qu'on a stocké, qu'on a mis de côté. Mais il faut de contrats, beaucoup de trucs, tu vois, garant et tout. On n'avait pas ça à l'époque. Mais cette femme, elle était russe. Et elle voulait de fric. On s'est arrangé avec elle. Donc, on habitait dans une maison. Le 2 mois. Et on faisait de jiu-jitsu brésilien. Il faisait de jiu-jitsu brésilien. En fait, le problème, c'est que j'avais pas de permis. J'avais pas de voiture. Et les villes où je devais faire jiu-jitsu, c'était à 3. Ouais. Il y a Romilly aussi, dans Romilly c'est 30 et 3 c'est 40, tu vois. Du coup, je faisais une fois par semaine en entraînement. Les seuls jours, c'est dimanche. Et un pote à moi, il passait toujours par là pour venir, tu vois. C'est Emmerich, non? Non, c'est j'ai Okay, oublié, laisse tomber. Bon, je m'entraînais une fois par semaine. Jiu-jitsu brésilien. Dimanche, que dimanche. Mais je voulais plus, mais je pourrais pas, j'avais pas de moyens. Ouais. Et je te jure, le dimanche pour moi c'était le meilleur jour. Genre, j'attendais tellement, tu vois. Là. Et c'est la première fois que t'as fait samedi soir, j'ai préparé mes affaires, tout ça, parce qu'il y a demain c'est dimanche. Repasser, mettre le. Je m'entraînais comme ça pendant 8 mois, une fois par semaine, et je suis devenu champion de France. Ouais. C'est vrai. Tu Il s'entraîne une fois et il s'entraînait dans une discipline qui est pas la sienne parce que il a jamais fait du jiu-jitsu brésilien. Ouais. Et là, il commençait à comprendre qu'est-ce que c'est. Donc, il faisait avec coach Emmerich à l'époque à Rémilly. Et là, ça a commencé. Et à un moment donné, on a réussi avec les agences et tout à avoir un appartement à Troyes. Ok. Quand je suis arrivé à Troyes, pour moi, c'était une énorme ville. Maintenant, je sais, c'est toute petite ville. Tu vois ce que je veux dire? Mais en époque, c'était un truc incroyable pour nous. Et on a trouvé un salle de jiu-jitsu là-bas, GTA. GTA, ouais. Ça s'appelle cette salle. Et pour nous, frère, on voit des ceintures noires. Ceintures noires de jiu-jitsu. Nico, c'est le coach, même maintenant, c'est un coach qui est toujours avec nous. Même maintenant, on fait que les cours chez lui. Ouais. Il ramène que la presse soit au courant pour que la ville nous présente. Franchement, il nous aime beaucoup. Merci, Nico. Donc, là, ça a commencé. Mon première compétition, c'est 2018. Ça fait les zones, non? Oui, qualification champion de France. À Lille, c'était à Lille. Du coup, je fais 3 combats. Non, je fais 4 combats. 3 combats, je gagne par un clé bras. Et 4e combat, mon coach, avant de rentrer, Nico, il me dit: Abo, t'es un ceinture blanc. S'il te plaît, fais pas des trucs sautés, tout ça. Fais pas, s'il te plaît. Je dis: ok, coach, pas de souci. Moi, en plus, en fait, t'as pas le droit de faire en ceinture blanche. Frère, le combat, ça commence. L'autre met main dessus, je fais un clé bras sauté. Oups, c'était en finale. Mon coach, il me regarde. Oh là là. Et arbitre, il m'a donné une 2e chance, donc ça va. Mais je l'ai finalisé quand même en par clé bras l'autre. Donc 4 combats, 4 clé bras, première compétition de jiu-jitsu. Après, moi, je suis parti de jiu-jitsu aussi avec lui. Ouais. Et du coup, on a enchaîné faire des résultats partout. Pour te dire, c'est même pas question de médaille. C'était rare qu'on revenait sans première place. Sans 2 médailles, c'était rare. Ouais, on prenait dans toutes les catégories. Et c'était rare. Je parle même pas podium. C'est rare qu'on perdait le combat. Je pense en 6 ans de jiu-jitsu, on a perdu 2-3 fois. 2-3 fois. Ah oui, d'accord. C'était toujours la victoire. Et en plus, c'était des victoires avec des manières. Et en plus, c'était toujours les mêmes adversaires. Tu sais, quand t'as un mec fort, vous voyez toujours en finale ensemble. Ils nous voyaient. Et genre, il y avait des mecs qui sont très très forts, que j'ai gagné 4-5 fois, parce que en fait, les forts, ils se croisaient toujours en demi ou en finale, tu vois ce que je veux dire. On a fait ça. Et entre-temps, on avait un pote à nous, il s'appelle Brahms. En fait, il a un garage dans la maison de sa famille. C'est même pas sa maison, c'est la maison de sa famille. Un petit garage. Et tu sais, les matos que les salles de l'hôtel livré, du jiu-jitsu, ils n'ont pas besoin, et qui sont déchirés, les matelas et tout, il le recoue, et il le remet un peu en état. Il a mis la salle pour qu'on s'entraîne dedans. Genre qu'il était disponible à nous quand on voulait, tu vois. Aujourd'hui, on dit on est des premières athlètes qui ont ramené ceinture dans cette salle.
c'est un petit garage, tu vois, et on s'entraînait là-dedans. On faisait tout le sport avec Rahim, avec toute l'équipe. Et on faisait MMA, on savait pas. Déjà, on n'avait pas des petits, on n'avait pas des rembourrés. MMA, c'était quoi? C'est bagarre. Rentrer, bagarrer. Et on fait. Avec des gants de rembourré, on a combat. compris qu'il faut le mettre ça une fois qu'il y a Un MMA Factory. Avant, on mettait des vrais gants de combat. Et genre, on était se combattant de MMA. Oh là là. Protège-dents, on parle même pas. Ouais. Il n'y a pas de protège-dents. Même aujourd'hui, je les mets pas à protéger. Il y a un petit truc là, mon dernier combat là. Je sais pas, arbitre, ils sont pas vus ou non, mais j'avais pas de protège. Coquille. J'avais pas de coquille. Hamzat, il dit à Hamzat. Je rentre, je sens que j'ai pas de coquille. Je dis à Hamzat. Je dis à Simon, Hamzat, j'ai fait quoi? Il me regarde. Je sais pas. Non, il a dit, tu sens mieux au sang avec. J'ai dit, bah, je sens mieux au sang. Il me dit, bah, laisse alors, c'est pas grave. Et là, il dit, c'est pas ta faute, c'est l'arbitre, il devait remarquer. Du coup, on se tapait bain de sang tout le temps, sans faire le coude exprès, on se blessait tout le temps, mais aucune notion de tactique, technique, Non, intelligence, bagarre. Lutter, boxer, mais boxer, on était Dan Anderson, on envoyait des gros overhand à la lutte, tu vois, à la lutte, avec des petits gants en plus, tu vois ce que je veux dire. C'était un peu de même gants que ça. Ouais, voilà, comme ça. Mais celui-là est bien protégé. L'autre, c'est le truc de Decathlon, il y a rien, il y a pas de mousse, il y a rien du tout. On mettait des gants de motocycle, je dis. Ah, le motard, le gant de motard. Les apartés, vraiment. Oh, les Il y monstres. a deux qui rentrent et un qui sort. Et on faisait ça, et nous à trois, on a un pote à nous, il s'appelle Sidiri. Il était déjà combattant professionnel de boxe thaï. Et lui, il connaissait à l'époque Tonton Pumbu. Oh. Ouais, donc on est arrivé, moi je l'ai connu. Et il connaissait, et du coup il me dit, Turpal, vas-y, on va à MMA Factory. Bah, moi je voulais tout le temps, parce que je connaissais Nassoudine, et surtout je connaissais Ahmed. Ok, Ahmed Salah. Ahmed, parce qu'on vient de Jiu-Jitsu, on connaissait, on était tous les tournois ensemble. Et Ahmed nous disait, les gars, venez, et Ahmed il a commencé MMA là-bas, et il dit, les gars, restez pas, venez au MMA Factory. Et on disait chaque fois, ouais, on va y aller, mais on n'y allait pas en fait, tu vois, je sais pas, on faisait pas ce pas, je sais pas pourquoi. Pas peur et tout, mais juste par flemme ou un truc comme ça. Et lui, il me dit, Cédric, il me dit, tu parles, vas-y, ça te dit si on va lundi, c'était jour de sparring. Et moi, à l'époque, là, j'étais blessé. Ouais, et lui, il se fait opérer de 2 avant-bras. Wow. Ouais. C'est une de loge avant-bras, je vois là. Alors, une maladie très très rare. Pendant 1 an et demi, j'ai resté sans sport. Ouais, j'étais blessé grave. Ouais, et en fait, c'est les trucs acides qui montent trop vite, en fait. Tu En perds 2 endurance secondes. et muscle, endurance de muscle et force de muscle. Tu perds, genre, je prenais En quelqu'un 1 comme minute. ça. En 1 minute. Comme prenais si t'as fait combat quelques de 25. secondes, le masse a lâché tout ça, j'avais Mais, pas. mais t'avais toujours eu ça? Ouais, et ben j'arrive, et il est arrivé Dernière. en finale de championnat de France confirmé. Il a soumis des ceintures noires avec des bras comme ça. Il est arrivé en finale. Il me dit, Turpal, je te jure, j'ai pas de saisie. J'arrive pas à attraper les gens. Les mains, les avant-bras, t'as vu comment ils ont grands? Ils étaient encore plus grands gonflés comme ça. Il me dit, Turpal, j'arrive pas à mettre main dessus. Et il a perdu la finale contre un mec qui, ça fait des années, ceinture noire et par point. Le mec, il faisait juste. 3-1 ou 2-1. Le mec, il faisait juste comme ça. Ouais, il était en Très mode intelligent. passif. Ouais, passif, tu vois. Abou, il a attaqué et tout. Et sur ses attaques, il le contrait, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et Abou, il me disait, je te jure, j'ai pas d'avant-bras. Mais du coup, et cette maladie, en gros, c'est les acides lactiques qui Ouais, montent qui vont trop vite. Ouais, Ouais. trop vite. Genre 10 fois trop vite. Maintenant, je peux tenir comme ça facile, tu vois, mais avant je Et c'est pouvais avec pas. une opération que t'as réussi à te Ouais, lever. ils ont débouché les artères. Opération de 2 mains en plus. Opération de 2 On mains. allait chaque fois au plein centre de Paris, c'est à Paris, il se fait opérer. Georges Pompidou. Hein, Georges Hôpital Pompidou. Georges Genre, Ok. C'est ouais. de l'Évalo, je pense. Ouais, c'est possible, ouais. Et genre, c'est horrible, les bouchons et tout, Ouais. là-bas, pour aller là-bas, c'est carrément centre. Tu te rappelles, une fois, j'avais eu une crise là, après mon opération là. Wow. En fait, c'est difficile, mais ce que je veux dire, à ce temps-là, quand je suis venu à ma factory, Abou, il pouvait pas combattre. Ouais. Il était en mode de recherche. Déjà, retrouver c'est quoi comme problème, c'était très difficile. Il y a les milliards de docteurs, il n'y avait pas un qui Ouais. retrouvait, tu vois. Et à l'hôpital
un coach un docteur sportif qui a réussi à trouver. C'était un ceinture de jiu-jitsu, c'est pour ça. Ouais. Et il connaît cette sport, tu vois, du coup, il savait à peu près. Il était jiu-jitsu à Cercle au Bois, non? Je sais pas, un truc comme ça. Ouais, ceinture noire du jiu-jitsu, direct, il a remarqué ses oreilles, il dit, ah, tu fais ça. Du coup, il a vite compris, et entre ce temps-là, lui, il pouvait pas, donc, et moi, j'arrive à Man Factory. Dans le garage, j'étais en honneur de garage. Ok. Et moi, j'arrive à Man Factory, le jour de sparring lundi, direct avec les professionnels. Et j'ai fait la bagarre avec Damien, avec tout le monde, et des gens qui sont pour moi référents dans le MMA français. Et on a fini le coup. Et j'étais sur les nuages. Ouais. Et j'étais assis comme ça, quand le cours il est fini. Et dans ma tête, c'était, je veux plus partir d'ici. Je veux plus partir d'ici. J'ai tellement kiffé l'approche de coach, les petits détails que je connaissais pas, tu vois, et j'étais soif de apprentissage. Tu reparles, elle m'a raconté tout ça et je voulais trop venir. Tu sais, première 7-8 mois, j'ai venu juste pour regarder. Et je voyais Taylor, le putain Damien, Nassau, j'étais un bébé qui est en Disneyland, tu vois, je vois Lopez là, frère, Cyril Gann, tu vois. Je faisais ça. J'étais vraiment un bébé qui est en Disneyland. Il m'a regardé, il m'a fait comme ça. Là, Cyril Gann, mon frère. Et en fait, il est venu presque 6-7 mois, juste venu à la salle regarder comment je m'entraînais, parce qu'il est kiffé de ouf, là. Moi, on a vite cherché un appartement pour rester à Paris la semaine et on ne trouvait pas. C'était trop difficile. Déjà, niveau finance, c'est une fois quand je retournais, là, déjà après blessure. Ouais, après blessure, je pars. Entre temps, moi, je me suis entraîné et tout. Et j'habitais chez mon grand frère, qui d'ailleurs, actuellement, je suis chez lui pour ma préparation. Mais c'est toujours difficile d'habiter avec la famille, tu sais, parce que, tu vois. Et je voulais qu'on soit focus à fond dans le sport. Je cherchais appartement. Et une fois, on a dormi une nuit dans la voiture. Et deuxième nuit, elle arrive. On comptait faire la deuxième nuit aussi. Parce qu'on ne trouvait pas appartement et on ne voulait pas aller chez... J'ai écrit à Lopez, j'ai dit Lopez. En fait, on était en désespoir. En fait, j'ai dit Lopez. J'avais son numéro sur WhatsApp. J'ai dit Lopez. C'est pour ça que je suis toujours reconnaissant pour ce qu'il nous a fait, tu vois. Parce qu'il en a beaucoup aidé. Personne ne connaissait il y a 3 ans. On était personne. On n'avait même pas but de la vie, tu vois. Et Fernand Lopez, je lui envoie un message. Je dis Lopez, s'il te plaît, si tu ne trouves pas un appartement, si tu ne trouves pas, on va dormir devant la salle. Mais on va pas partir. Je te jure, j'ai envoyé ce message. Il peut confirmer ça. J'ai dit, soit tu nous trouves un appartement, soit on dort devant la salle. J'ai dit, actuellement, on est dans la voiture en train de dormir, c'est deuxième nuit. Et l'Européen, j'ai dit, mais non, vous dormez dans la voiture, mais vous êtes fous et tout. Et il dit, envoie adresse de la maison où il y avait des combattants et tout. Il dit, allez vite là-bas et tout. Et voilà, quoi. C'est lui, encore une fois, qui nous a carrément trouvé un appartement. Tous les combattants dans l'appartement, ils devaient payer. Nous, on payait moitié de prix. Il a tout fait parce qu'il savait qu'on n'avait pas de moyen de faire plus que ça. Ouais, c'était vraiment Donc, c'est là, on habitait toute la semaine à Paris, on s'entraînait tous les jours. C'était tellement, parce que vu qu'on est tellement investi sur la carrière sportive, on travaillait pas, mais on a des familles aussi qui on doit aider, etc. On n'avait rien sur nous. Ouais. Je te jure. Il y avait des jours. Je te jure, pendant 1 an, tu repars là, elle peut le confirmer. On mes amis, pendant 1 an, on a mangé des pâtes avec de l'eau. 1 an. Je te jure, ça avait été. Heureusement, il y avait bouillon pour donner un peu le goût. Sinon, pâtes matin, pâtes midi, pâtes soir. Je te jure. Et même des fois. Avec des œufs pour changer. Quand on avait des œufs, il faut bien préciser, etc. Une matinée, on partait à Lidl. La maison, c'était pas loin de Rungis, 20 minutes. Donc, quand on allait la route, ça passait à côté d'un Lidl. On allait visiter chaque fois. Et on est rentré et on voulait acheter quelques trucs. Moi, j'aimais bien les petits gâteaux qui s'appellent Suisse. Dans partie où il y a boulanger, et lui, il prenait un truc pour lui. Et on prenait un Red Bull chacun et on va à la caisse, la carte passe pas. Non, on en pensait, on avait 5 € et ça va passer. On n'avait même pas de 5 € sur les cartes. Ah ouais. Et dis-toi qu'on a menti comment aller retirer et tout pour se barrer. Plus jamais on aurait revenu dans ce lit. C'est la honte que tu tapes, c'est 5 balles. Mais pour te dire à quel point. Bien sûr, on pouvait demander l'argent à la maman ou truc comme ça. Mais on voulait pas, en fait.
Ouais. On voulait pas, à cause de nous, mettre, tu vois, même si c'est 5 euros, tu vois, mais je sais pas, on est éduqué comme ça. Ouais. Du coup, bah, on a dit, on va sortir pour retirer, et on s'est barré à l'entraînement, là. Donc voilà, on était vraiment dans la difficulté. Ouais. Et du coup, c'est la galère, mais en même temps, vous pouvez faire quand même ce que vous voulez, ce que vous aimez, c'est-à-dire le combat, et maintenant c'est le MMA, etc. Et comment ça se fait de fil en aiguille, ou vous dites, ou c'est peut-être Fernand ou quoi qui vous dit, les gars, si vous êtes chaud, soit en amateur, commencez à combattre, ou... Déjà, à l'entraînement, on était très très fort. On était très très fort. Quand on avait à l'entraînement, nous, on n'était pas en concurrence avec des professionnels. On était en concurrence avec les meilleurs. Que ce soit Damian, que ce soit Taylor, moi c'est mon Damian, c'est mon sparring partner, lui c'est Taylor. Et donc à partir du moment que tu sais les pros, on va dire entre guillemets des bons pros, mais qui sont pas niveau mondial, tu le sens plus, on va dire entre guillemets aussi, tu vois, avec tout le respect, et que tu cherches toujours quelqu'un plus fort, nous on est en concurrence avec les meilleurs de la salle. Et du coup, je pense les gens ils savaient qu'on avait potentiel et tout. Et entre-temps, je voulais carrément arrêter la carrière parce que cette misère, j'ai deux enfants et il faut travailler, il faut le nourrir et tout. Et c'était juste avant mon premier combat professionnel. Et j'ai dit, vas-y, j'arrête, c'est bon. Franchement, ton premier combat à Arès, ça changeait beaucoup de choses. Ça changeait tout. Même le mindset, moi, mentalement, ça changeait beaucoup de choses. Le mindset, il a changé. En fait, je voulais arrêter parce que je voyais pas des perspectives financièrement. Et on investissait plus qu'on gagnait. On faisait des trajets de Troyes à Paris. Il faut manger sur place. Même si on mangeait des pâtes aussi, il coûte quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Il faut acheter des équipements avant qu'on avait des sponsors et tout. On était vraiment dans la galère. Et je me suis dit, putain, je suis maintenant vieux, j'ai 26 ans à l'époque. J'ai 26 ans, peut-être c'est pas pour moi, même vas-y, je vais travailler dans un boulot avec un SMIC et tout, comme les gens normaux, tu vois. Et entre-temps, le combat il est tombé. Entre-temps, le combat c'est vraiment tombé, genre on n'attendait pas ça, on n'attendait pas. Juste pour te dire, la semaine juste avant qu'on me propose le combat, j'étais dans la préparation de Teddy. Teddy Violet? Ouais, il combattait, je sais pas contre qui. C'était avant? Ouais, c'était avant mon début. Et d'ailleurs, on a combattu sur la même carte. Après, justement, après cette histoire, je le préparais et on faisait des sparring durs. Et chaque fois quand j'étais bien, je regardais Lopez et je disais, give my fucking contract. Toujours toute la semaine, je l'ai embêté avec ça. Mais malheureusement, entre le temps, je faisais la lutte. J'ai fait une attaque mauvaise en fait, c'était pas mauvaise, c'est que c'était un débutant. Et poids lourd. Je faisais mon cours, j'étais prof là-bas. Donc, je lui apprenais, il faut rentrer comme ça. Sauf que, tu sais, quand je suis tout relâché, je lui montre et lui, il scrolle comme un dingue sur moi. Du coup, je tombe, 2 hernies discales. Horrible. J'arrive pas ni dormir, et Lopez, il me voit, c'était un mercredi, je pense, et jeudi, je suis au sparring, et je tourne, et je fais des grimaces chaque fois, j'arrive pas à lutter alors que je suis un lutteur. Et ça, c'est un problème. Et Lopez, il dit, non, tu vas rentrer, j'y vois, tu fais des grimaces. Il me donne le numéro de docteur et tout, tu soignes ça, parce que ça va plus, j'y vois, chaque geste que tu fais des grimaces. J'étais dégoûté à moitié de cours, je rentre à 3. Je rentre à 3 et les 2 jours qui se sont suivis, c'était le pire jour de ma vie. Impossible de dormir. Impossible de marcher droit. Je marchais comme une personne de préhistoire, en fait. Je pouvais pas me redresser chaque fois. Et pareil, dans mon lit, si je me redressais, ça me faisait mal. Du coup, tu sais, t'as envie de dormir comme tu veux dans un lit. Sauf que je dormais dans une position où on me faisait moins mal possible. C'était horrible. Et ça, c'était jeudi, je suis parti. Et les 2 jours, vendredi, samedi, j'étais dans cet état-là. Je sais pas quoi faire ma vie, j'y souffrais. Et dimanche, je reçois un WhatsApp de Lopez, il dit, tu veux qu'on parte cette semaine? J'ai dit, mais non, lui. J'ai dit, j'appelle direct Abou, j'ai dit, regarde, c'était notre rêve. À l'époque, là, pour coacher mes amis, tu vois, pour aider à HFC. Et là, il m'appelle et... Qu'est-ce que t'en penses? Parce que j'ai une nouvelle pour toi et moi je sais pas quelle nouvelle. C'est le dernier truc que je pense, tu vois, je sais pas. Et là elle est blessée, je pense pas qu'il me dit j'ai une bonne nouvelle pour toi. Oh là là, je dis qu'est-ce qui se passe, il y a un truc bien finalement pour nous. J'étais tellement. C'était notre rêve d'aller à Arès, tu vois, parce que
on voulait trop, on demandait tout le monde Lopez, tout le temps Lopez et tout. Et là, ça tombe, sauf que je suis blessé. Pire moment. Ouais. Pire moment. En plus, le premier adversaire qu'ils ont proposé, tu te rappelles, c'était quelqu'un, c'était vraiment lourd. Ouais. En fait, c'était en 77 au début. On me propose un adversaire qui est très très lourd. Qui avait Lui, 4 combats, je pense, 4 combats et tout. J'ai dit, ok, let's go. Entre temps, et en fait, avant de dire, ok, je pars à Abou, j'ai dit, qu'est-ce que t'en penses? Il dit, vas-y, faut pas lâcher cette chance. Tu luttes intelligemment en gréco, sans attaquer des gros trucs. Ok, j'accepte. Et entre temps, mon adversaire, il saute. Et on me le replace. Et je combats en 76 catchweight. Et mon but, le game plan, c'était pas lutter comme un con. Sauf que j'ai lutté pas comme un con, parce que j'ai gagné en 20 secondes, 30 secondes. C'est juste, je l'ai soulevé, je l'ai jeté. Avec adrénaline, j'ai rien senti. Et j'ai gagné mon combat. Et en plus, bonus. Et là, je me suis dit, on a compris qu'on peut gagner avec ça. Ok. C'est le moment tournant. Après cette histoire, le frère Inosov, combien? 8 combats? Non, combien? 8 bonus là. Toi, t'as quel combat? Non, 3. 6 combats et 8 bonus. Moi, j'ai 5 bonus, celui il a eu 2 bonus. 2, j'ai 7. Et toi, 2, moi 5. Ouais, 7 bonus. Bah, 70 000. 7 bonus. On est bien. On est bien. Mais sauf qu'à Abo, pour lui, ça suffit cet argent pour 2 jours. Avec toutes les dépenses qu'il fait. Ok, et du coup, c'est vraiment ce premier combat où t'es payé pour, et en plus, tu gagnes un bonus, et où là, en fait, ça fait un déclic, vous dites, ah ouais. Okay. Donc, en fait, on peut gagner de l'argent, être bien grâce à ça, c'est parti. C'est la raison pour laquelle j'ai pas arrêté MMA. Wow. Si ce combat, il tombe pas, sûrement, je serais pas combattant MMA. Ouais. Mais et du coup, et cette hernie discale, comment est-ce que tu t'en es... Bah, j'ai mal même aujourd'hui. Après, j'ai fait un renforcement et tout pour soulager les douleurs. Et renforcement de bas de dos avec mon coach Facel. Et on a fait tout pour limiter la casse. Et les deux combats que j'avais après, les deux, j'avais autant mal qu'avant. Wow. Et tu peux pas te faire opérer ou quoi? Ouais, mais après, il faut un grand temps de rééducation, nanana, et ça se trouve même, je pourrais plus lutter, je sais pas. Bref, j'ai dit, je vais souffrir pour l'instant. Et après la carrière, si je le fais une bonne carrière, ben, je vais soigner mon dos. C'est pas le moment pour soigner. C'est comme Daniel Cormier, il a attendu toute sa carrière. Et à la fin, il a fait opération. Putain, ce sera la délivrance quand ça va arriver, ça va être magnifique. Je jure, mais même aujourd'hui, même là, je suis assis, je souffre. Purée. Si je reste trop dans une position, je souffre. Voilà. Wow. Et pour revenir sur, en tout cas, c'est même pas l'espoir, parce que de toute façon, vous êtes tous les deux déjà des machines de guerre et vous êtes tous les deux déjà en train d'exploser tout le monde. Et du coup, malgré le fait que t'aies ça, et malgré le fait que tu te dises, je vais devoir attendre quelques années avant de pouvoir soigner ça, là, du coup, tu gagnes son premier combat de manière spectaculaire. Ensuite, du coup, vous commencez tous les deux à engranger des combats. Et en fait, vous gagnez de l'argent, vous gagnez vos combats, des sponsors. Ouais. Et c'est là où vous vous dites, ah ouais, donc en fait, maintenant... on veut faire que ça, maintenant. Ouais. On gagne de visibilité. Dans notre ville, on est connu maintenant. Je pense un peu partout, les gens qui connaissent MMA, maintenant, ils nous connaissent sur le territoire français. En tout cas, mais dans notre ville, on est très très connu. Même si on n'a pas eu le soutien de la ville et tout. Mais déjà, de voir qu'on a plus en plus de visibilité et tout... Des fois, je peux courir le soir, à feu rouge, il y a des gens qui font klaxon. Ah, toujours mal, truc comme ça, tu vois. Ça motive, en fait, pour y aller. Tu te dis, peut-être, des fois, je me dis, même si je suis personne, mais dans ma tête, je me dis, peut-être je deviens quelqu'un. Bah ouais, c'est sûr. De toute façon, là au rythme où vont les choses, déjà, ce que t'as sur toi, là, en ce moment... Ça, c'est délivrance pour toute la famille. C'est énorme. Ouais, vraiment. Je te jure que c'est... Je pense, sincèrement, je serais pas autant content pour moi que j'étais pour mon frère. Parce que je connais mon frère à quel point il est talentueux. Et même si je savais qu'il allait faire des dingueries, je suis très fier. Je suis très fier que tu sais, notre vie, elle pourrait tourner n'importe comment. On peut avoir une mauvaise compagnie, se tourner dans des choses qu'il faut pas et tout. Mais on a réussi, le plus important pour nous, à nos yeux, faire en sorte que notre maman, elle est très fière de nous. Parce que là, vous pensez qu'on est connu qu'en Tchétchénie, on est connu, qu'en France, on est connu en Tchétchénie aussi maintenant. Toute sa famille suit des combats, tout le monde suit. Et je pense, elle est trop fière. Là, après cette combat-là,
vous avez pas compris ce que j'ai dit parce que je parlais en Tchétchénie, tu vois, mais j'ai remercié Tchétchène, en Tchétchène, ouais. Et j'ai remercié ma mère, tu vois, j'ai laissé un petit message pour elle, je lui ai dit merci beaucoup que tu en as éduqué comme ça, etc. Et ma soeur, elle a filmé de la réaction de famille, tout ça. Et quand je disais ça, je voyais que ma mère, elle a pleuré. Et ça m'a fait tellement du bien qu'elle pleure pas parce qu'il y a un truc qui va pas. Elle pleure parce qu'elle est tellement heureuse pour moi. Trop fier de nous, en fait. Trop fier de nous. Pour notre maman, tout ce qu'elle a vécu, le centre du monde, pour elle, c'est ses enfants. Si quelque chose touche à ses enfants, on est très soudés. Et comme il y a eu mort de mon grand frère en août, en pleine préparation, c'est après le combat a été rapporté et tout, en pleine préparation, quand il a décédé, depuis août, notre maman, je parle même pas, elle a pas fait un sourire. En fait, on voyait notre maman, elle était toujours triste, elle était toujours en pleurs, toujours dans la chambre, elle sortait pas, en fait, on a essayé tout, marche pas, et franchement elle était dans état de santé qui s'est aggravé parce que elle se met la pression dessus. Et là je reçois un message, il y a ma maman qui danse et qui dit j'ai fait des loups, des vrais loups comme ça. Et c'était à peu près 30 minutes avant le combat. Ma mère elle m'a demandé genre ça va, tu vas bien, genre 30-40 minutes avant le combat. J'ai dit, maman, t'inquiète, je t'ai promis, je te jure, j'ai un message même. Je dis, je t'ai promis, ou aujourd'hui je vais mourir, tu vois, ou je vais ramener cette ceinture et je le mettrai sur tes épaules. C'est le message que je l'ai écrit. Elle a dit, tant que tout va bien pour toi, ça me va, mon fils. Rentre et fais ce que tu sais faire. C'est juste, je voulais dire un truc, c'est que les gens, ils disent, est-ce que t'as un stress quand tu rentres au combat? Je voulais juste dire un truc, que après tout ce qu'on a vécu, après toutes ces difficultés, on est déjà gagnant. De chance de pouvoir aller dans la cage devant des milliers de personnes, dans la télé, combattre, pour nous, c'est pas la pression. Pour nous, une fois on est ressorti de cette galère, on est déjà gagnant. Je te jure. Peu importe l'issue. Bien sûr, on est guerrier dans l'âme, on cherche toujours la victoire. Pour l'instant, on n'a jamais connu une défaite et tout. Et je pense, pour nous mettre défaite, il faut faire beaucoup d'efforts et ça va pas être un combat facile pour personne. Parce que le caractère, nous, on l'a. Il est tête dure aussi. Donc, voilà quoi. Il faut que les gens ils comprennent que peu importe l'issue de notre carrière, on est déjà gagnant. Et je te jure, en caractère et mentalement, on est tellement fort. Si c'était quelqu'un d'autre à ma place, quelqu'un de ma catégorie, tu vois, je vais pas dire les noms, etc. J'avais tellement pression sur moi, 3-0. Main event. Adversaire 4 fois plus combat que toi. Tu as parlé. Ouais, j'ai parlé de ouf. J'ai mis des trash tags, je vais te tuer, etc. 4. J'avais dans mon coin Hamza Chimaev, Nasruddin Imamov. Et il y avait tellement de lumière sur moi. Je te jure, ça pourrait être, s'il aurait perdu, ça serait flop de l'année. Et tout le monde, là, après mon combat, tout le monde dit waouh, ça m'a choqué en quel point tu t'es confiant de toi-même. C'était quoi les mots là? Mindset. Ouais, le mindset que t'avais, tout ça, tu vois. Genre, imagine, j'ai que 23 ans. Non, mais c'est ça, en fait, et c'est marrant, juste avant que vous arriviez, on en parlait avec Alex, on était en mode, mais en fait, on se rend même pas encore compte là que Abou, il vient de faire ça à 23 ans et. Trois combats et tu peux difficilement, alors bien sûr il y aura des main events avec encore plus de monde, mais c'est énorme. Faire mieux c'est impossible. Et tu pouvais pas faire mieux dans ces conditions. Dominer et gagner en manière comme ça contre un adversaire qui est 4 fois plus et un des meilleurs. Ouais, contre qui, c'est ça. Que ça soit de striking, que ce soit tout le monde disait que je suis un grappleur. Tout le monde disait que je suis un grappleur, lutteur. C'est en striking que j'ai gagné, je n'ai pas gagné en grappleur. Moi, en étant son frère et son coach, j'ai bien aimé, tu sais, au début, je vais pas mentir, quand il y avait le son et tout, je voulais que ça s'arrête. Je voulais que le arbitre, il arrête le combat parce que je voulais vite fêter la victoire, tu vois. Maintenant, après avoir connu ce qui s'est passé derrière, je suis trop content qu'il a pas arrêté. Parce que Abou, en un round, si ça serait fermé là, ça serait arrêté là, les gens, ils auraient encore des doutes sur lui. Ouais. Un round, domination totale. Toujours aller devant, la lutte, le striking. Il a montré tous les parties de combat et il était brillant dans tout. Du coup, je pense que c'est un bon message pour les gens qui doutent sur nous, en fait. Tu vois.
c'est pas le nombre de combats qui fait une personne, tu vois. Il y a des gens qu'on se rend même pas compte qu'ils ont 0 combat, mais qui sont très très forts, tu vois ce que je veux dire. Et on se prétend pas être très très fort ou des phénomènes. Mais on dit clairement, on donnera notre fille, il faut nous mettre KO, dormir pour qu'on abandonne. Sinon, on va avancer. Lopez, si tu le vois un jour, demande-lui notre caractère à la salle. Il va dire, j'ai pas vu plus têtu que ça. On fait que ça. Ouais. Bah, et justement, bah, maintenant, j'ai envie de dire, les objectifs pour vous, mais bah, là, déjà, c'est continuer sur votre lancée. Abou, probablement pour toi, défendre ta ceinture à Arès, mais là, vous faites ça parce que vous kiffez, parce que c'est du bonus, parce que de toute façon, vous avez déjà gagné dans la vie. Je te jure que oui. Et maintenant, du coup, jusqu'où vous voulez aller? Déjà, je voulais dire ce qui m'a choqué, enfin, ce qui m'a pas choqué, je le savais déjà. Juste avant de rentrer pour le dernier combat de Abou, il y avait le passage où les deux combattants ils parlent avant de rentrer là. Et dedans, Mustafa il dit, il a jamais connu la défaite, je vais lui mettre sa première défaite, tu vois. Et je jure sur tout ce que vous voulez. Abou, il m'a regardé avec un sourire, il m'a dit, je vais le tuer. Je te jure, c'est la vérité. Ouais, donc incassable mentalement, quoi. En fait, même au plus près de la pression. Alors que là, dans 2 minutes, il devait rentrer dans la cage. Il y a tout le monde qui crie Mustafa, Abou, Mustafa. En fait, il était trop serein. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait... Ouais. En fait... Il n'y a pas grand-chose qui va pouvoir... Ouais, je pense que oui. Je pense qu'il fallait un coup qui le couche, qu'il dort. Sinon, il serait devant lui tout le temps. Et quand il dansait et tout avec Hamzat, on se regardait, on disait, Hamzat, il me disait, dis-le de se reposer et tout. Il danse pendant que les docteurs, ils sont venus regarder la plaie de Mustafa. Abou, il dansait. Il courait à droite, à gauche. Et on disait, calme-toi et repose-toi. Mais Abou, il était inarrêtable. Là, à un moment, là, j'ai parlé avec Lopez, je lui ai dit, vas-y, prépare les bonus, là, je vais le finaliser. Je te jure. Lopez a dit, concentre-toi sur le combat. Ouais, il m'a dit, donc là, on est en plein combat, là. Ouais, là, le moment de arrêt, le docteur, il était en train de regarder et tout. Il est allé voir Lopez. Je regarde Lopez, je lui dis, prépare les bonus, je vais les finaliser, là. Quel monstre. Je te jure, je pense que le MMA, il se joue en grande partie sur le mental. Tu vois, tu peux être, quand tu vois Benoît Saint-Denis, je trouve pas techniquement très fort, hein, mais qu'est-ce qu'il est fort mentalement. Et ça fait la diff. Regarde, contre des gens, pareil, il a commencé MMA comme nous il y a 3-4 ans. Ouais. Il a jamais fait MMA avant. Bien sûr, c'était un judoka, mais nous aussi, on était jiu-jitsu. Et regarde où il est aujourd'hui. Ouais. Grâce à son mental, contre des mecs qui ont des palmarès plus impressionnants et des dizaines d'années plus que lui de pratique. Le mental, tu peux pas, ou t'as le mental de ouf. Soit tu l'as, soit tu peux pas entraîner mental. En fait, c'est un truc, soit tu l'as, soit tu l'as pas. Pour ça, je comprends pas. Je critique pas, mais juste, je comprends pas des combattants niveau all, les combattants pro qui prennent des préparateurs mentaux, tout ça. Pour moi, pour nous, travailler et prendre un préparateur mental, c'est la honte. Les gars, Benoît Saint-Denis a un préparateur mental. J'essaie. En fait, je pense, t'as vu, nous, on le voit pas dans la même façon parce que le préparateur physique, il peut te guider. Mais je comprends. Il peut te guider pour gérer tes émotions, beaucoup de trucs, tu vois. Justement pour ça, avant de dire ça, j'ai dit que je critique pas et je juge pas. Parce que je savais que je connais moi-même beaucoup de gens, mais juste pour nous, je comprends pas. C'est ça. En fait, c'est ça. C'est dans même votre manière de voir les choses. Mental, moi, ça me fait déjà, non, frère, tu restes loin de moi. Non, mais je vois ce que vous voulez dire dans le sens, c'est, vous êtes conscient que, bah, du coup, ça peut être hyper utile et ça peut être nécessaire. Si il faut, c'est nous, on va préparer un préparateur mental. On va le préparer mentalement. Vous allez préparer le préparateur. Mais je vois ce que vous voulez dire dans le sens, ça peut être utile, mais que vous n'en avez pas besoin juste par votre vécu, quoi. Bah, peut-être ça nous ferait de bien. Peut-être ça nous canaliserait, qui sait, mais je sais pas, notre préparateur mental, c'est notre maman, c'est notre maman. Si tu arrives à résister à notre maman, tu arrives à résister à tout le monde. Quand t'es petit, faire bagarre et rentrer chez moi, j'avais plus peur de ma mère que mon adversaire avec qui je suis battu. Non, et pour la suite, ce que tu avais posé la question, qu'est-ce qu'on envisage pour la suite? Je vais pas mentir, on a tous les deux différents objectifs. Parce que aujourd'hui j'ai 28 ans et j'ai pas la même amour que Abou qu'il a pour MMA. Moi, je l'ai fait parce que j'aime bien bagarre et en plus je suis payé. C'est mon travail en fait, tu vois. Mais j'ai jamais aimé comme un fou UFC, nanana. Non.
Ok. Abou, il aime. Son but, c'est son rêve d'être à l'UFC et tout. Donc, Abou, je pense, il va combattre encore une fois pour la ceinture, pour lui mettre ensemble les ceintures. Et après, peut-être, on sait jamais, aller à l'UFC. On verra comment la vie est. Moi, j'ai pas les mêmes objectifs. Déjà, j'ai pas le même objectif par rapport à mon âge et par rapport à la partie financièrement aussi. Moi, je combats comme c'est mon travail. Ok. J'ai pas de passion de MMA. J'aime bien m'entraîner comme un peu GSP. Ok, GSP, ouais. même en dehors, ils s'entraînent tout. J'aime bien m'entraîner tout le temps. Moi, je suis m'entraîne tout. contrairement différent. Ouais. Moi, je suis différent. Lui, Ouais. il s'entraîne que bien pouvoir pour le combattre. combat. Je dis à ma mère que je suis né pour être une star. Je te jure, je dis ça à chaque fois. Je Ouais, suis mais- né pour être une star. Alors tu vois, que je suis moi, je dirais jamais ça. Ouais. Mais même, c'est vrai que c'est marrant de vous voir en dehors. Donc, pendant les combats, vous êtes tous les deux des machines à finish de toute façon, ça, y a pas de problème. Ça va. Ça, c'est tranquille. Mais c'est vrai que c'est assez intéressant de voir à quel point vous êtes différents dehors, Ouais, parce que différents. c'est vrai que, mais tu vois, pour le coup, du coup, c'est tant mieux que vous ayez chacun cette manière de voir et que toi, t'aies cette manière un peu plus reculée, parce que pour le coup, encore, du coup, avec Alex, on en parlait avant que vous arriviez. En gros, on était en train de discuter de comment t'étais juste après, là, avoir gagné la ceinture. Et en gros, que tu punchlinais à chaque fois, t'étais en mode, démarre tes Peña, moi, je veux sa tête et machin. Et en fait, on était en mode avec Alex, donc attends. Il faut quoi déjà pour faire une star? Il faut un mec qui, sportivement, est intestable et qui finit tout le monde. Bon, ça, c'est bon. Qui Un parle mec bien. qui parle bien et qui ose dire les choses et qui ose avoir des ambitions et le Ça, dire. jamais. Bon, là, et exactement, assumer les ambitions. Bon, là, ça, c'est 100%. Si tu parles et tu assumes, c'est une star directe. Si tu parles et tu te fais coucher derrière, t'es un flop. Ça t'apprend Ouais. quand même sur toi. Mais c'est ça, mais sauf que les plus grandes stars du sport et de tout sport confondu, même pas que le MMA, c'était ça, c'était le sportif, le fait qu'ils sont capables. Mais vous savez pas encore. Moi, je joue le rôle de médiateur dans l'histoire. Hein. Si je le calme pas, je suis un peu c'est lui qui le refroidit des fois. Pas des fois, carrément tout le temps. Quand il met une story que vous voyez pas parce que je l'ai dit supprime-moi de suite ça en fait. C'est trop là, tu vois, très loin. Si je laissais faire ce qu'il voulait, avec c'est lui, cornage. je dépasserai jamais les lignes rouges, tu vois. Je parle jamais mal, je parle pas sur la famille, religion, etc. Jamais. Ce Je qu'on parle aimerait sur pas, l'anniversaire, ce qu'on aimerait pas que nous Ouais, fasse, tu ouais, vois, on ouais. fait pas non plus. Mais ce que je veux dire, dans son insolence, il va un peu loin des fois. À mon goût, à son goût, c'est rien du tout. Tu vois, tant que je touche pas la famille et tout, et tant que je touche pas sa fierté, honneur, le blablabla, je le fais comme je veux. C'est moi qui joue le rôle de médiateur. Je dis, s'il te plaît, supprime-moi tout de suite, je peux plus le voir et tout. Donc voilà, Ok. on est complètement différent. Moi, je suis celui qui refroidit Abou tout le temps. Ouais. Ça, mais c'est vraiment, là, j'ai l'image, tu sais, les mitraillettes qui, elles tirent tout le monde tout le temps à fond, que du coup, elles deviennent rouges, faut les arrêter parce que. Moi, je bon, les c'est mets vous. sur le canon et je me brûle des fois. Ah, mais c'est exactement Et ça. dans la vraie vie, je trouve, c'est très important d'avoir quelqu'un à côté qui te met le pied sur la terre, tu vois. Et qui peut te dire les choses. Qui Ouais. peut te dire, parce que moi, je peux dire beaucoup de choses à Abou. Je suis le grand frère et le Ouais. rôle de grand frère, je l'assume complètement, tu vois. Donc, c'est très important, même pour son bien, c'est bien. Parce que des fois, on a besoin de quelqu'un qui dit des vérités. Ouais. Que ça soit bien, que ce soit mauvais. Ouais, de peut avoir que des gens qui disent oui à tout. Ouais, parce que maintenant, plus Abou il avance, plus il y aura des gens qui vont dire oui, nanana, C'est sûr. tu vois, c'est normal, c'est la vie. Après cette combat, j'ai rendu compte que j'ai beaucoup de cousins et frères. Ouais. Je te jure. Je bah, savais voilà. même pas Et moi-même. c'est que le début, hein. En fait, Abou, il dit, tu le connais? Il dit, non. Il dit, c'est notre cousin. Je dis, mais non, il n'est pas notre cousin. Il y a beaucoup de gens, apparemment, on avait des familles, même en Afrique. Je sais pas où il allait, notre père. On a des demi-frères en Afrique et tout. Je te jure, c'est vrai. La famille Younoussov, c'est Ça 160 000 grandit personnes. de ouf. Je te jure. Ok, et ouais, et du coup, mais je comprends mieux effectivement les objectifs de l'un et de l'autre, mais du coup, ça veut dire que pour Abou, donc, c'est objectif défendre la ceinture Ares, et ensuite UFC, et enfin, en tout cas, là, c'est parti, en plus, t'es encore tellement jeune et tout. Cela dit, t'es encore jeune aussi, Tourpal, mais, Ouais. et du coup, mais pour toi, Tourpal, si toi, ton objectif, c'est pas, si tu peux aller à l'UFC, j'imagine que tu vas y aller, bien Trop sûr. fier, trop fier, si Ouais, j'y c'est vais. ça. Mais t'as pas nécessairement je veux devenir champion. Enfin,
Tu le feras dans le sens si ça arrive, mais... En fait, je suis quelqu'un qui suit le flow. Je travaille dur, je suis un bosseur, tu peux demander à Abou, je suis un bosseur de ouf. Des fois, je fais là, même c'est plus. moi, je l'arrête pour qu'il s'entraîne. Les coachs, Abou, ils m'arrêtent. Des fois, j'ai fait limite trop d'entraînement. Ouais. Ils ont peur de surentraînement, ils m'arrêtent. J'aime bien, je suis un bosseur. J'ai fait tout mon travail. Je prépare toutes les éventualités qui peuvent m'arriver. Je suis prêt. La suite, c'est le flow. Je suis bien sûr, j'ai une stratégie de combat et tout qui est faite par le combat. Par exemple, contrairement à mon frère, j'analyse pas mes adversaires. Moi, j'analyse tout. J'ai pas regardé une seule vidéo. Tout, je regarde. Abou, il va regarder chaque détail. Même en slow motion 2 fois. Je te jure, c'est la vérité. Pour son combat, il regardait des vidéos de Mustafa. Il regardait, oh, ça, il l'a envoyé à Lopez. Qu'est-ce que t'en penses, coach? Tous les jours, Je ça. regarde tout. Tous Je les regarde l'analyse, je regarde les. J'ai regardé chiffres. 0 vidéo de Je Axel regarde Sola. tout. Si tu me dis les dernières, toute sa carrière de Mustafa, quel combat, quand il a battu, contre quel record, je te dirais. Je regarde, Ouais, tout regarder. j'aime bien ça, j'aime bien regarder, Ouais. analyser, voir mes futurs adversaires, tout. D'ailleurs, Mustafa, la première fois de ma vie, je l'ai vu, c'était en 2021 novembre. Première fois, Belgique. c'était mon premier combat amateur. En Et Belgique. lui, ouais, en Belgique. Et lui, il est venu pour coacher ces gars. Je sais pas pourquoi. Il m'a dit à moi en plus. Je dis à Tourpal, je le regarde, je dis, un jour, je vais croiser lui. Je te jure, c'est la vérité. Si je te jure, J'ai dit, je mais sais quel pas tu dis, c'est pourquoi. un combattant professionnel. Pour moi, c'est un premier ces jours, c'est devenu quelqu'un que potentiellement je vais croiser en futur show. En fait, il savait que c'est sa catégorie. Il dit un jour, je vais le croiser. Tu vois, il est comme ça. Et moi, j'ai reçu le message. Je voulais descendre en 66 parce que je fais trop facile le poids à 70. Et donc, ça faisait des mois et des mois. J'ai bloqué mon poids à 76 kilos. Et je reçois un message une matinée. J'ai fait mon course matin. Et chez moi, non, même pas, j'ai pas fait course, c'était avant. Je me réveille pour faire la prière et je vois Lopez, il m'a envoyé un message à 5h du matin. Je regarde, il y a topologie de Axel Sola et je dis, t'es chaud ou pas pour la ceinture? Et je regarde et j'ai dit, coach, et on a le message sur WhatsApp, je dis, coach, si un King Kong, il peut faire le poids 70 et c'est pour la ceinture, je suis prêt. Même pour un King Kong. Parce que je m'en fous qui est en face. S'il peut faire pour la ceinture, je vais combattre avec n'importe qui. Là, bien sûr, j'ai perdu des mois et des mois pour rester en 66 et je voulais partir. Si c'était un combat qui est proposé pour moi en dehors de titre contre Sola, je n'aurais pas accepté. Je voulais aller en bas. Mais le titre, ça a tout changé. C'était tellement motivé. Je suis sorti dehors. J'ai commencé à faire courir. Je vois une personne tomber en pomme. Enfin, dans le pomme. Ouais. Dans les pommes. En pomme, j'ai dit tout le temps. Dans les pommes. Gicle de sang. C'était une matinée incroyable. Je suis parti courir. Je vois une personne. Il n'y a personne dans la rue. Il fait encore un peu l'aube là. Et je vois une personne. Gicle de sang sur le truc. Je regarde. Il a fait crise d'épilepsie. S'est tapé la tête. C'était un vieux. Je l'ai sauvé. Je l'ai appelé. J'ai mis en position PLS. Je l'ai appelé les pompiers et tout. Et je l'ai sauvé. Et je l'ai fait cette story. Et en fait. Et tu vois ce que je dis? S'il n'aurait pas envoyé ce message, probablement, je ferais prière et je serais allé dormir, tu vois. Mais là, je cours, je vois de loin un mec tout blanc au sol qui fait des convulsions comme ça, là. Je m'approche, chic de sang, il s'est tapé la tête en tombant. Il y a un flaque de sang à côté et il est comme ça. J'ai sorti la langue, je me mets sur une position PFL, je pensais peut-être à manger la langue. J'essayais tout, j'ai appelé les pompiers et j'ai sauvé une personne. Peut-être c'est bon Dieu qui me donne la chance. C'est Allah qui me donne la chance. Ouais, je te jure que oui. Donc voilà, c'est arrivé et je me suis préparé à tout. Mon sparring partner, c'est Damien Lapillus. Un gaucher comme Sola et tout. Je me prépare dur. Et après, je laisse mes instincts faire le travail. C'est ce que je fais. Le coude, je sais pas, je peux pas expliquer. J'étais dans la Matrix. J'ai enlevé, je rentre, j'esquive le jab. Le temps, il s'est arrêté dans ma tête. Mais ça, il faut que tu l'expliques parce que tu me l'avais dit la dernière fois et j'ai halluciné. Je te jure. Est-ce que tu peux expliquer comment tu l'as J'arrive pas à vous expliquer le phénomène, comment ça marche et tout. Le combat, il est fini en 27 secondes. Entre le coude que j'ai envoyé et tout, quelques secondes. Mais dans ma tête, c'était tellement long. Genre, j'ai fait une feinte, le temps, il était tout long. Et dans ma tête, j'ai dit, oh, j'ai fait feinte, il a réagi.
peut-être faire le coude. Après, je me dis dans ma tête, et ça, je réfléchis pendant, parce que le temps, il paraît très long. Après, je me dis, peut-être faire deuxième feinte pour être sûr qu'il pense que je vais lutter là. Je fais deuxième feinte, et je vois encore une fois, il fait un mouvement de défense de lutte. Et là, je fais un sourire à la caméra, ça se voit dans le combat, je fais un sourire. C'était pas pour se foutre la gueule de mon adversaire, je viens de réaliser que je peux passer le coude. Ouais, tu venais de réaliser littéralement en avance, quelques En secondes en avance avance que tu vas mon le coude mettre il KO. passe. Pas KO, mais que mon coude il peut passer en fait. Ce que j'ai travaillé à l'entraînement, qu'il peut passer en fait. Et j'ai fait le choix. J'ai ressenti où sa tête, j'ai ressenti tout, je peux pas expliquer. Je te jure, j'étais en mode, c'était pas moi qui me dirigeais, c'est mes instincts, je sais pas comment on appelle les instincts. Ouais, c'est ça l'instinct. L'instinct, les réflexes et tout. En fait, je me suis fait emporter par mon propre corps et mon cerveau, en fait. Je te jure, c'est incroyable, j'arrive pas à toujours à expliquer ça. Et après, j'ai regardé chaque fois Abou. Je lui parlais même après, je dis, Abou, je te jure, j'arrive pas à comprendre comment j'ai fait. J'y arrive pas. Ouais, je te comprends. C'est ouf. Je te jure. Abou, il a refait derrière. Je peux pas expliquer. Et c'est ce que Lopez et beaucoup d'autres gens, ils nous a dit, que vous avez un truc. Vous avez cet instinct de, je sais pas. C'est comme j'avais expliqué le coup de coude de Abou. Il était tourné à dos. Le moment qu'il tourne le dos, Aïda, elle sort un peu, sa tête, elle va ailleurs, comme s'il attend un coup, mais il s'est placé pile où il avait sa tête, alors qu'il voyait pas sa tête. Ouais. C'est incroyable. Je sais, le corps humain, il peut faire des dingueries, tu vois. Dans mes combats, c'est abusé comment je suis calme. Genre, je suis calme des calmes, je vois pas danger dans le combat. Et j'arrive pas à expliquer ça. Je prends plaisir. Tu frappes les gens pour vivre. Je te jure, c'est vrai. Je frappe les gens pour vivre. Bah après, il y a probablement aussi le fait d'avoir connu autant de bagarres depuis que vous êtes petit. Enfin, je pense qu'il doit y avoir, déjà, vous avez plus le stress de vous battre, ça c'est une certitude. Jamais eu stress de combattre. Ouais. Ah oui, jamais, vous l'avez même jamais eu. En fait, on se dit, le pire truc qui va nous arriver, quelqu'un va nous mettre KO, on va nous soumettre, l'arbitre va arrêter le combat, personne ne tue, personne ne fait rien. Ouais. C'est le pire scénario qui peut arriver. On est dans une cage avec un arbitre. C'est même pas un combat de rue. Personne ne te fera des dingueries sur toi. Dans tous les cas, t'es payé. Dans tous les cas, t'es payé. Même si on cherche pas ça, si j'explique le mindset, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Je dis, ok, j'ai fait tout pour gagner, mais si ça doit arriver, ça veut dire qu'il était meilleur que moi, c'est tout. Et ça enlève toute la pression. Parce que les gens, ils se mettent la pression sur toi, sur soi-même. Oh, il faut que je gagne à tout prix. Oh là 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 là. Non. T'es préparé, t'as fait un grand camp de préparation avec des meilleurs coachs et tout. T'as ton game plan. Tête froide, tu le suis. Et tu essaies. Si ça marche pas, ça veut dire que le mec, il a imposé son game plan sur toi. Il était meilleur que toi. Ouais. Il n'y a pas de hasard dans le... Je pense, à un certain niveau de MMA, il n'y a pas d'hasard. Donc voilà, quoi. C'est juste ça, c'est juste mathématique, on va dire. Ouais. Si tu fais la science du combat. Les sciences de combat, je te jure, c'est vrai. Et voilà, quoi. Et pour mon objectif, comme je t'avais dit, si UFC me fait, je serais content. Mais sinon, tant pis. Si je signe à PFL ou quelque part, il me halasse comme il faut, je suis bien. Ouais. Et j'espère... j'ai pas besoin forcément de connaître l'UFC si je le connais pas, je veux dire. Parce que mon frère, j'en suis sûr, Inch'Allah, un jour il sera. Si mon frère il sera, je serai aussi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce que cette ceinture, c'est pour Abou, mais je te jure, c'est autant pour moi que pour Abou. Ouais. Tu vois, je me sens comme j'ai gagné la ceinture aussi. C'est pour ça on dit toujours que quand on combat, c'est toujours un 2 contre 1. Donc, Faut être toujours, et il faut savoir que quand nous on grandissait, j'avais toujours ce rôle de papa, pas que le grand frère, parce que notre père il était pas avec nous, donc je suis trop fier, parce que je vois que c'est mon travail aussi dedans, le travail que je l'ai fait aussi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et travail de peu d'éducation qu'on a fait et tout, et franchement j'ai trop fier que mon frère de sang, mon frère, il est champion de Ares et c'est que début. Ouais. Je le dis tout le temps. Inch'Allah. Les gars, c'est parfait. Parfaite manière de terminer cette interview.
Je sais même pas combien de temps elle a duré, probablement. On n'a même pas raconté probablement 5%. 10 heures. Ouais. Si tu savais combien d'étapes on a sauté. Ah non, mais c'est bon, rien que les anecdotes dont on parlait la dernière fois à l'hôtel à Arès et tout. J'ai Enfin, beaucoup d'anecdotes. Des fois, on se tire le pantalon comme ça Juste pour s'arrêter. pour s'arrêter. On a Parce que tellement les d'histoires anecdotes à qu'on raconter. a là, des Ouais. fois on va au interview là, Abou il se lance dans un sujet qui peut continuer parce que l'anecdote il se suit, tu vois, comme chaîne wrestling. De un tu passes à un autre, tu vois. Et je te jure, oui, pareil pour moi, et en dessous comme ça on fait ça. Ouais. Faut s'arrêter. Ouais, Un jour, on calme. racontera tous les bagarres de la rue qu'on a fait. Oh, C'était vraiment bon, une là, histoire les gars. incroyable. On a Faudra en fait faire des une dingueries. série On a Netflix. fait des dingueries, je te jure. Ah, Voilà. Ouais, non, bah ouais, déjà rien que celle que vous m'avez racontée la dernière fois, truc de ouf. rien que celle-là, déjà, ça pourrait faire un film. Et pour les gens qui pensent qu'on exagère, on a montré les preuves. On n'exagère pas. On a quasiment pas des bagarres d'enfance, mais ce qui s'est passé très récemment. Maintenant, en étant combattant professionnel, on combat pas dans la rue. Mais récemment, je parle d'ici 2-3 ans, il y a 2-3 ans, on a carrément des vidéos et tout, les bagarres qui nous arrivent. C'est dinguerie. Alors qu'on cherche jamais bagarre. Ouais. Ouais. Mais dans la vie, dans la société d'aujourd'hui, je pense il faut savoir se défendre. Parce que les gens, ils sont trop méchants. Il faut être juste sur Twitter pour comprendre ça. Wow. Ah, voilà, c'est. Combien les gens je bloqué sur Twitter, c'est un truc de ouf. Moi, j'ai supprimé Twitter parce que je me suis dit, Ah ouais, soit, carrément. Ouais. soit je supprime Twitter, soit j'ai fait une Soit je dinguerie. supprime des gens. Ouais. Non, soit parce que je vais proposer tête à quelqu'un, je vais y aller, je vais faire mal et je vais me faire mal moi-même parce que je serai perdant dans toutes les situations. Ouais. Du coup, j'ai dit, vas-y, je supprime, au moins je dors bien. Ouais. C'est tout. Pareil, c'est pour ça que j'ai. Bah, c'est pas pour ça, mais pareil, j'ai aucun réseau social pour ça aussi. C'est Pourtant, qu'au on moins, était bien, pas de mon stress. Twitter, il marchait bien, j'ai raconté des anecdotes de vie, nanana. C'est juste, j'ai dit, non, Ouais. dangereux, trop dangereux. Mais, et toi, du coup, tu fais comment, Abou? Parce que toi, t'es dessus. Ouais. Non, Toi, moi, t'as le j'aime sang bien chaud. ça. J'aime bien Il le- réagit pas de même façon que Non, moi. non, moi je Ouais. m'en fous en taux de. Moi, ça me dis un prive de, truc, je m'en- de sommeil, carrément. Ouais. Non, mais je comprends. Si ouais. quelqu'un me dit un truc, je m'en fous totalement. Ouais. Je sais très bien que dans la vraie vie, il va pas oser te dire la même chose, tu vois. Mais derrière ton écran, je peux dire tout ce que tu veux sur moi. Et moi, je prends ça trop à cœur. Ouais, mais je comprends. Ouais, du coup, Abou, il me dit, mais non, bloque-le et tout. Alors que moi, au lieu de bloquer sur des conneries, j'essaie de le prouver le contraire. Ouais, que, tu tu vois, discutais, discuter. Je fais 20 messages et au bout de 20 messages, le mec, il est têtu. Ouais. Du coup, ça t'énerve encore plus. J'ai dit, vas-y, va là-bas. Alors que toi, tu as toutes les preuves, tu vis cette vie-là. Mais Ouais. lui, il va te dire contraire. De toute façon, dès qu'il y a de l'anonymité, tu pourras pas gagner. C'est quasiment impossible. Instagram, j'aime bien parce que Instagram, je trouve que Tu peux c'est bloquer, plus bienveillant. on peut Plus enlever. bienveillant. Ça m'est arrivé aussi sur Instagram, mais Twitter, c'est enfer. Deux fois, tu sais, je fais quoi? Que quelqu'un me crée un mauvais message là, genre privé, on va dire, je le supprime plus vite possible, comme ça j'ai pas de trucs. Il regarde même pas le message. Je supprime comme ça, j'ai pas ces trucs pour revenir et les répondre, tu vois. Oh, je sais ah ouais, pas t'es si- obligé de toi-même te forcer pour ne pas. Non, c'est dur parce que je pense que c'est la culture. Mhm. Tu veux pas laisser passer manque de respect, Ouais. mais après tu comprends Mais que je tu peux es un rien athlète faire aussi. professionnel, tu vois. Ouais. C'est Ouais, pas voilà. la solution. C'est bon. Sur ce, Bon bah les gars, Merci. merci beaucoup en tout cas Abou Merci à toi. et Tourpal, enfin des vies de fous mais et des carrières qui arrivent là les gars, c'est que le début 4-0 4-0, voilà, Inch'Allah. si Dieu veut. c'est Dieu. veut. Bah merci beaucoup les gars, hein. Bonne Merci soirée pour à vous. l'invitation. Ouais, Bah, merci normal. beaucoup. Ça fait plaisir de raconter un peu de notre vie. Ouais, mais parce que c'est Même la la radio, raison. ça sera un peu long, mais bon, je pense Là, que les c'est gens, ils assez. vont dire, oh, c'est des mythos. Tous, ils Ah, racontent mais le c'est même. sûr, c'est sûr. Tous, mais ils racontent la guerre, nanana. c'est sûr qu'il y en a qui vont le dire, Ah ouais. mais vous savez. Moi, je le sais Et très puis bien. de toute J'ai façon. rien à prouver à personne, en fait. Ouais. On voulait discuter, on a discuté. Mais C'était bien voilà. passé. Et Non. vous inquiétez pas qu'il y en a qui vont vous dire ça, mais il y en a d'autres qui vont se dire, parce que moi le premier, tu vois, on peut dire que je suis naïf. Des histoires comme ça, pour moi, c'est comme des films, en fait. T'en apprends énormément de choses, t'apprends sur les gens, Et t'apprends sur la tu vie. sais, le plus marrant, c'est quoi? Parce que les gens, ils disent, vous avez tous cette histoire. C'est normal, on a tous vécu cette histoire. Ben oui, pour le Quand coup, j'ai ça- dit, quand je raconte mon histoire, c'est l'histoire de n'importe quel Tchétchène de mon âge de notre âge qui a grandi dans ces trucs-là. Et peut-être elle sera différente en place et différents Ouais. trucs, mais Ben oui, mais c'est normal. C'est Ouais. c'est la vie des Tchétchènes des années 90-2000, voilà, c'est Ouais. ce qui est arrivé. Ben c'est pour ça. Merci beaucoup pour Merci l'invitation. beaucoup. Pas de soucis. Ouais.
I'm fucking coming for you!